crache ton venin. C'est dire tout, ce que tout pense tout bas. Quelle origine tu es? Alors, je suis française, mais mon père est d'origine japonaise. Donc, je suis franco-japonaise, D'accord. mais de nationalité française. Tu as grandi en France? J'ai grandi en France. Tu n'as jamais été au Japon? Ah si, j'ai été plusieurs fois au Japon, j'ai même travaillé pendant quelques années. Et voilà, j'ai fait quelques études aussi. Et oui, Mais ton enfance, ça s'est passé en France? Globalement, oui. D'accord. Tu es parisienne, banlieusarde? Je suis parisienne. Parisienne. Ouais. Alors, comment t'étais quand t'étais petite? Comment j'étais? Ouais. C'est une bonne question. Avant ou après les faits? Alors, avant. Tiens donc. Avant. C'est très bien ce que tu dis. Ça lance tout de suite le truc. Ça me replonge dans des lointains souvenirs. Si tu arrives à te repérer un petit peu, sinon on passe à autre chose. Je pense que je devais être une petite fille assez sensible, assez, comment dire, assez timide, je pense, et à la fois pleine de vie. Voilà, à 4 ans, j'ai sauté une classe, voilà, je devais être précoce. assez vive, oui, aussi. En avance. Oui, exactement, ouais, voilà, quelque chose comme ça, ouais. Comment tu étais à l'école? Comment j'étais à l'école? Avant ou après les faits? Alors, les faits se sont déroulés vers quel âge? À 5 ans. 5 ans. À 5 ans. Donc, à 5 ans, tu es 6 ans, tu es scolarisée. Comment ça se passe à l'école? En fait, en maternelle, avant les faits, donc, j'étais, je te dis, j'étais quand même une petite fille assez vive, voilà, etc. Je saute une classe et j'arrive en école primaire. Oui. Boum, voilà, les agressions sexuelles se produisent, voilà. Et derrière, j'ai un trou scolaire, tu vois. Je suis plus au niveau scolaire, ça dégringole un peu. Dès la classe, alors c'est très important, Ouais. dès le CP, Ouais, tout à fait. qui est la base, hein, on est d'accord. Ouais, hein. tout à fait. C'est là où tout se crée, on apprend Tout à à fait. lire, à écrire. Alors, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas brûlé les étapes. Ces étapes se sont faites, mais les résultats dégringolent. D'accord. Donc, il y a vraiment un problème. Tu vois, un problème qui devrait alerter. Voilà. Et tu as des copines, pas de copines? Comment tu te comportes? Au CP, j'ai pas trop de souvenirs du CP. C'est Tu vois, je blackout. devais être bien dissociée. En CE2, D'accord, donc ouais, ça commence. J'ai quelques souvenirs d'amitié. Ouais. Tu t'arrives quand même à te faire des amis, ça veut dire? Je pense, oui, parce que très vite en CE2, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui tout de suite, je sais pas, il connecte. Il était fils de psychiatre en plus, je sais pas, je devais avoir une tête bizarre. Tu vois, il s'est dit Et donc on est devenus amis et oui, très vite j'ai eu cette amitié très forte en tout cas. Ouais. Est-ce que alors tu dis que tu as des blackouts, tu n'es pas concentrée à cette période-là. Est-ce que tu sais si tu étais une petite fille qui avait quand même de l'imagination ou est-ce que tu avais tout occulté? Je crois que j'avais beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs, je dessinais beaucoup. On en reparlera, j'imagine. D'accord. Donc oui, je vivais pas mal dans mes esprits et dans un monde imaginaire. Oui, ça, j'ai un vague souvenir. Histoires. Je pense, oui. J'ai un vague souvenir de ça. Mais c'est assez flou, en fait, hein, je dois t'avouer. Puis en plus, j'avais pas préparé que tu me poses des questions comme ça. Oui, mais je sais. Donc, J'aime bien pas pensé. connaître la personne que je creuse. Je vois. Alors, tu dessinais, tu écrivais aussi beaucoup? Est-ce que j'écrivais j'écrivais comme une enfant, parce que sur certains dessins que ma mère a retrouvés, justement, il y avait des phrases un peu étranges, parfois qui n'avaient pas de sens. Donc oui, je devais commencer à vouloir écrire un peu, peut-être, ouais. Tu es une fratrie? Tu es toute seule, fille unique? J'ai une sœur aînée et une petite sœur. Vous étiez très liés ou pas du tout? Quand on était enfant, on était assez liés, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences d'âge entre vous? Ma sœur aînée a 3 ans de plus que moi et ma petite sœur 5 ans de moins. Donc assez proche de ta sœur aînée? Oui, on peut dire ça, oui. Est-ce que dans ton histoire, parce qu'on sait qu'il est très difficile, est-ce que tu veux nous en parler déjà un petit peu de ton Oui. agression? Tu te Ah oui, sens oui, capable? complètement. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que ça a commencé et au moment où ça a commencé, ton ressenti au moment des faits à cet âge-là, si c'est possible. Pas en tant qu'adulte, attention. Je comprends. Voilà. Je comprends. Alors moi, ça n'a pas été sur des années. Hein. C'est l'histoire de 2-3 jours maximum. D'accord.
ça a été extrêmement brutal. Étant donné que je suis sortie de l'amnésie traumatique, j'ai des souvenirs maintenant qui sont, tu vois, assez précis. Donc c'est ce cousin de 39 ans qui arrive brutalement avec ses chiens de chasse et c'est un jour de canicule et direct avant le repas, moi je suis chez ma grande tante, avant le repas il m'amène, il y a la première agression sexuelle, un viol même. Et l'après-midi, il y a d'autres viols, beaucoup plus violents. Voilà. Et c'est ça que j'ai enfoui dans ma mémoire. Ça a été très, très, très brutal. Donc, le ressenti de l'époque, c'est de l'effroi, c'est la peur. C'est une terreur immense. C'est important. Immense. C'est même plus que la peur. Plus que la peur et une rage aussi, une rage d'enfant, tu sais, complètement... Enfin, en tout cas, quand c'est remonté, c'est ça c'est ces émotions décuplées. Remonté, mais avant que ça remonte, tu dis que tout de suite après l'agression, tu as enfoui parce que tu en as parlé à personne. Non. Donc tu as gardé ça en toi. Quand t'as lâché, quand t'as pu voir un adulte, est-ce que tu t'es positionné comment? Là, j'ai aucun souvenir, si tu veux. Donc c'était déjà enfoui dans ta mémoire. Voilà. Non, parce que je pose bien, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ouais. C'est important Là, on comprend que suite au choc, ton cerveau a fait abstraction. Elle est débranchée, voilà. débranchée totale. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Voilà. Alors la seule trace, mais j'imagine que tu vas me poser la question, c'est les dessins. Tu vois. Donc mon cerveau n'est pas si débranché que ça, mais en tout cas, j'ai aucun souvenir d'avoir parlé à un adulte, à une adulte. Non. Et suite à ce court séjour de 3 jours, là, tes résultats chutent, ton comportement change. Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que tu étais d'une nature joyeuse? Est-ce que tout de suite, tu deviens un peu plus frustrée ou agressive? Ou pas du tout? Alors, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, je pense que je me suis renfermée. Oui. Alors ça... J'ai même, je me rappelle, 8e, j'ai une institutrice de 8e qui m'avait traitée d'enfant immature, tu sais. C'est toujours très amusant quand des institutrices parlent d'un enfant comme une enfant immature. Bon, bref, oui, non, mais en plus, une enfant, par définition, c'est immature. Enfin, j'ai pas, tu vois, c'est pas mature, une enfant. Bon, bref. Donc, il y a eu ça, il y a eu des difficultés scolaires, j'ai commencé à... Alors que, je te dis, j'étais une petite fille brillante, mais j'ai commencé à maquiller mes notes, parce qu'à l'époque, on avait un carnet de correspondance, donc il fallait pas... Ouais, il fallait pas que ma mère, elle voie que j'avais des zéros. Ouais. Une petite coquine. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais alors, pour l'imitation de la signature de maman, je pense que j'ai encore des progrès à faire, parce que ça s'est vu tout de suite. Donc voilà. Et vraiment, il y a des conséquences scolaires réelles, immédiates, tu vois. C'est ce que j'essaie d'établir, en fait. Ouais. Tu le dis toi-même. Oui. Tes parents voient que ça dégringole. Est-ce qu'ils disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils essayent de comprendre? Est-ce que toi, tu as un trou? Tu as un trou, c'est normal, tu as l'amnésie. Mais tes parents qui ne comprennent pas, est-ce qu'ils cherchent à creuser? Est-ce que tu as senti qu'ils avaient cherché à comprendre ce qui n'allait pas? Je pense que, sincèrement, j'imagine que oui. Mais je pense que ma mère en particulier, parce que mon père travaillait beaucoup, il n'était pas très présent, mais ma mère... je pense qu'elle était complètement déboussolée, je crois. Il faut que je t'explique que très vite, par rapport aux conséquences aussi, tu me parles de la petite fille que j'étais, très vite, à l'époque, on avait des lunchbox. Tu sais, ma mère elle me préparait à manger pour le déjeuner, je la mets à l'école, et très vite, des petites boîtes ou alors des sandwichs dans des papiers alu, et très vite, je me mets, et ça je m'en souviens très très bien, je me mets à accumuler les sandwichs dans mon placard. Donc tu les manges pas? Je ne les mange pas. Et si tu veux, parce que tu me posais la question par rapport à ma mère, d'un coup, un jour, elle découvre un rat dans ma chambre, ou une souris, enfin un truc comme ça, et elle se met à péter un câble, je me rappelle, la pauvre. Et là, c'est là où elle voit que j'avais gardé mes sandwichs dans mon placard et qu'ils étaient tout pourris. Ouais, et si tu veux, ça, c'est... Enfin, avec le recul, c'est vraiment un signe qu'aujourd'hui, voilà, qu'on pourrait facilement interpréter aujourd'hui. Mais à l'époque, tu sais, c'est bon. Je pense que les... Donc voilà. Tu mangeais pas à midi, donc il y a une perte de poids aussi. Parce que tu pars, tu manges aucun sandwich, il y a une petite perte de poids. Alors je pense, je sais pas exactement, je me rappelle plus précisément, parce que l'anorexie, c'est venu plus tard. C'est pas impossible que je mangeais... Début, en fait. Oui, tu vois, peut-être.
Oui, voilà, mais peut-être que je mangeais des choses et que je faisais juste pourrir les sandwichs de ma mère pour l'alerter. Je sais pas. Tu vois, j'ai pas de réponse à ça. Ta mère te dit quoi? Elle pète un câble. Elle pète un câble. Ouais. Quand tu dis péter un câble, ben, elle quand donne elle des explications, Non, je me rappelle. Elle en Oui. parle à ton père. Non, alors ça, je m'en rappelle pas, mais je me rappelle que elle est très en colère, quoi. Elle sort tous les sandwichs pourris du placard. Après une journée de travail. Elle te traite de crado. Non, je sais pas de quoi elle m'a traité, mais je sais que je me suis fait engueuler, tu vois. Et alors, avec le recul, ça peut être rigolo, mais en fait, c'est triste parce que ni l'adulte, alors l'enfant n'arrive pas à exprimer réellement ce qui se passe et l'adulte n'arrive pas à interpréter. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, alors, tu dis que tu as un ami à l'école, que finalement tu arrives à vivre avec parce que tu fais abstraction. Hein, ton cerveau, il est débranché, on va dire, tu continues ta vie. Est-ce que tu es de plus en plus agressive ou pas? Alors, c'est venu un petit peu avant. Je me rappelle justement de cette amie. En préadolescence? Oui, un petit peu avant. Ouais, c'est venu, je pense, au début de l'adolescence, vers la 6e, 5e. Vers 11 ans. Quoi. Oui, un truc comme ça, parce que je me rappelle que cette amie me disait, il m'appelait, je me rappelle de son surnom, je ne vais pas le dire, parce que mais bref, il me disait, mais pourquoi tu me tapes comme ça? Et je le frappais, je le tapais, mais avec ma main, tu vois, j'étais même pas consciente. Alors que tu l'aimais bien. Mais je l'aimais beaucoup, c'était mon ami, tu vois, mais je pense que... Et alors récemment, j'ai revu un ami, justement, avec qui j'étais en 5e, et il a fait une description de moi, je te jure, je me suis pas reconnue. Il m'a dit, mais t'avais toujours la même parka, t'étais engoncée dans ta parka, t'avais les épaules levées et en tout mode ça. Camouflage, en fait. Ouais, complètement, ouais. Et tu vois, je me suis dit, mais la pauvre petite, quoi, elle devait être mal, quoi, cette petite. Ouais. Malgré tout, tu arrives quand même à étudier, puisque tu fais des études. Tu vas jusqu'à quel niveau, à peu près? Alors, j'ai une maîtrise, j'ai fait un dulco de japonais, mais ça a été chaotique parce que. Quand même, tu vas loin. Oui, mais attends, parce que on a sauté de l'adolescence aux études. Entre-temps, j'ai eu quand même, j'ai fait de l'anorexie mentale, j'ai fait de la phobie scolaire, j'ai fait de la boulimie. Donc, tu as repris plusieurs classes, en fait, tu as recommencé Non, c'est au niveau, ça a commencé vraiment mon état a commencé vraiment à chuter en terminale. Donc, phobie scolaire, là, je suis hospitalisée dans un service d'enfants malade, ils appelaient ça, mais où les psychiatres étaient complètement à l'ouest. Bah, c'est ce que je veux dire, parce que tu es partie jusqu'en terminale. Oui. Tu vois, c'est ça, je voulais appuyer là-dessus. Tu arrives à tenir jusqu'en terminale. Bon an, mal an. Voilà. Tant bien que mal, on va dire. Exactement. Tu arrives en terminale, et là, c'est comme si tu pétais un câble, en fait. Mais pourquoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un déclencheur, encore une fois? Non, je pense que le mal-être, il couvait depuis plusieurs années. Donc, et ça s'est exprimé en terminale. Voilà, il y a eu l'anorexie, ensuite il y a eu la boulimie, ensuite il y a eu la phobie scolaire. Et la phobie scolaire, pour le coup, j'arrivais pas à aller à l'école, quoi. Je restais planquée. Tu avais peur de quoi, des autres? Phobie scolaire? Bah, tu sais, c'est une phobie, c'est-à-dire que je pouvais pas aller à l'école. Tu te faisais pas harceler? Hein? Tu te faisais non, pas du tout, non, c'était juste vraiment... la peur d'y aller, quoi. Voilà, ouais. Après, on peut... Mais quand tu dis phobie scolaire, tu ressentais quoi par rapport à ça? C'est cette peur, c'est-à-dire de te trouver face au professeur, de ne pas arriver à faire tes devoirs, à faire ce qu'il t'est demandé de faire? C'était quoi, en fait? Non, je crois qu'il y avait un mal-être immense qui venait s'entremêler avec l'anorexie, la boulimie. Et du coup, j'étais, si tu veux, complètement... J'étais dans un mal-être terrible. Et qu'on te jugeait? Oui, voilà. C'était impossible pour moi de faire face. Ah oui, de retourner à l'école. Alors, comment tes parents ont géré ça? D'abord, j'ai eu 3 semaines d'hospitalisation dans un service psychiatrique. Où, encore une fois, les psychiatres étaient catastrophiques. À l'époque, j'étais anorexique. Bon, je pesais 38 kilos. Et je me rappelle le premier entretien avec un psychiatre qui me dit... Est-ce que vous connaissez la différence calorique entre une orange et un avocat? Alors je fais non.
ou je me plante. Je crois que j'ai dû dire l'orange est plus calorique. Eh ben non, c'est l'avocat. Et il était tout content. Et il me sort à la fin de cet entretien. Attends, accroche-toi. À la fin de cet entretien, il me sort. Je pense que ça vous ferait du bien d'aller dans les pays du tiers-monde où les gens meurent de faim. Comme ça, vous comprendrez exactement. Psychiatre. Non, en vrai, c'était un grand professeur, très connu, avec des lunettes, très fier de lui. Ouais, c'était donc bon. On va pas dire que je suis sortie très soignée de ce séjour-là. Et à l'époque, les psychiatres, si tu veux, maintenant on sait que l'anorexie, boulimie, etc., c'est des signes d'agression sexuelle dans l'enfance, mais à l'époque, ils traitaient que les symptômes. Et où ils les traitaient pas du tout. À l'époque, ils n'avaient pas encore fait le lien. Exactement. D'accord. On va dire qu'il y a une grande psychiatre, Salmona, Muriel Salmona, qui a mis le point dessus et qui est une précurseuse, comme je le dis souvent, et qui a mis les mots, qui a fait comprendre les réactions, certaines réactions. Tout à fait, qui n'étaient pas encore assimilées par certains grands professeurs, on va dire ça comme ça. Carrément, mais au début des années 90, le lien entre anorexie, boulimie et agression sexuelle dans l'enfance, que dalle, quoi. Donc ça laissait un trou béant. Il traitait que les symptômes. Moi, on me faisait manger, par exemple, tu vois. Quand j'étais anorexique. Boulimie, il réduisait ce que je mangeais. Mais c'est super comme soin. Ils t'ont gardé combien de temps ? Je suis restée 3 semaines là. 3 semaines, et après j'ai passé mon bac par correspondance. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à retourner au lycée, mais j'ai bossé et puis j'ai eu mon bac. Comment ça se passe quand tes parents ont demandé à ce que tu fasses des cours ils ont pris ça en charge vis-à-vis de l'éducation nationale. Comment ça s'est passé pour Je crois que c'était le CNED. Il me semble que c'était le CNED. Quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Okay, donc tu passes ton bac. Ouais. Je l'ai. Du premier coup. Oui. Tu vois, c'était pas donné, c'était pas gagné d'avance. Ouais. Tu passes ton bac. Entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, tu as eu le moyen de construire quelque chose, des romances ou pas, avec des jeunes de ton âge? Ouh là là. Des romances amoureuses pendant l'adolescence, avec tout ce qu'il y a eu autour. Est-ce que tu as connu ça ou pas? Non, c'était très compliqué. Les premiers petits amis, alors je m'inventais des histoires, tu vois, c'était très compliqué. Imagination, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, j'étais pas dans mon corps, tu vois, il y avait des blocages énormes. Je suis tombée amoureuse de filles, déjà, dès cette époque. Mais bon, là aussi, si tu veux, je savais pas. Alors, dès le départ, tu es tombée amoureuse de filles ou tu as eu des petits, parce que tu disais que tu avais un ami, est-ce que tu as eu des petits penchants aussi pour des garçons? Oui, je crois les deux en fait, parce que les garçons, je sais pas, ça marchait pas, et les filles, c'était que dans mon imaginaire, tu vois, j'étais complètement en dehors de mon corps, donc je pense que, j'étais dans une période de recherche identitaire. En fait. Oui, voilà, et puis bon, j'avais pas toutes les clés que j'ai aujourd'hui pour comprendre les choses, quoi. Et à partir de quel moment tu as eu déjà une aventure amoureuse? Beaucoup plus tard, adulte, ou après le bac, finalement ça a commencé à arriver? Tu veux dire une vraie relation? Une vraie histoire, relation non, je crois qu'en première, j'ai eu un petit copain qui était très amoureux. Je me rappelle, il dessinait des petits... Il était super fort en dessin, donc il me faisait des petits dessins. Mais pareil, là, c'était un type super, il était mignon comme tout, sympa, tout ce que tu veux, gentil, mais moi, j'avais un souci. Et tu savais pas. Et je savais pas. Tu savais qu'il y avait un problème et tu savais pas. Non. Et puis ça s'exprimait à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas eu les soins, il n'y avait pas les mots qui avaient été mis dessus. Ça s'exprimait par parfois effectivement des périodes d'agressivité, de la colère, tu vois, des choses complètement qui étaient complètement pas destinées au bon destinataire, on va dire. Et ça, tu me disais, c'était en première. Et celle d'après, l'histoire que tu as eue après, qui a été assez concrète. La première histoire concrète que tu as eue, c'était au moment adulte. Je ne sais pas ce que tu entends par histoire concrète. La première fois que tu as pu mettre... te mettre en avant de manière sentimentale. C'est après la première. Est-ce que tu savais pas encore ce que tu avais vu, puisque tu étais encore... complètement. À quel moment tu as pu, sans savoir, tu vois, ce qui t'était arrivé, pouvoir aimer? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas? Ou est-ce qu'il a fallu te débloquer pour que tu puisses aimer? C'est ce que je cherche à comprendre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que j'ai aimé beaucoup, d'une certaine manière.
beaucoup d'amis, beaucoup de petits copains, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Enfin, j'étais bloquée, il y avait plein de blocages, j'étais pas moi-même, de temps en temps, voilà, j'avais ces crises de colère, ces crises d'angoisse, donc c'était compliqué, donc j'ai pas eu vraiment... Ça a été... Les conséquences sur la vie intime, elles ont été vraiment, vraiment énormes et longues. Que je voulais que tu dises, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui peuvent être dans ton cas, et qui se disent mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça va pas, qu'est-ce que j'ai qui va pas, quand ils se regardent dans le miroir, alors que c'est pas ça, c'est qu'il y a une amnésie, c'est qu'il y a un souvenir enfoui, et c'est pour ça que je te fais autant parler, parce que tu démontres bien, tu l'exprimes très bien, c'est exactement ça, on ne sait pas où se situer en fait, parce qu'on n'est pas encore soigné en fait. Tout à fait. À quel moment et on est dissocié aussi. Tout à fait. Et à quel moment tu te dis je vais faire quelque chose, à quel moment tu commences à vouloir travailler sur toi? Pour être honnête, si tu veux, dès que j'ai commencé à avoir ces problèmes d'anorexie mentale, alors pour le coup, mes parents m'ont beaucoup aidée, en particulier ma mère, et j'ai commencé à consulter des psys dès l'âge de 14 ans. D'accord. Sauf que ça n'a pas été très efficace, mais j'ai l'impression que toute mon adolescence et mes années d'études, et là je dois avouer que c'est aussi parce que mes parents avaient les moyens, mais j'ai vu des psychiatres. C'est bien de le dire aussi. Oui, tout à fait. J'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues. Ça n'a pas donné grand-chose parce que ça allait pas. Enfin, tu vois, je consultais, ça marchait pas. Je m'en rappelle d'un. Non, mais il était grave celui-là. Il me dit non, mais quand vous avez dépensé, parce que encore une fois, ils n'allaient pas chercher la cause, l'origine, la racine des choses. Il me dit quand vous avez des pensées un peu angoissantes, vous mettez un sens interdit dans la tête. D'accord. Ok. Moi, tu te mettrais allez, tous les jours des tu signes le chèque, au revoir madame. Voilà. Et si tu veux, j'y allais, mais je sortais de là, je me disais mais au secours quoi. Et au moment des études, je pense que j'ai eu une très bonne, pour le coup, une bonne thérapeute. Voilà, pour le coup, une bonne thérapeute avec qui j'ai beaucoup avancé sur les aspects connexes, tu vois, sur tout ce qui était relations familiales, voilà, réflexion, voilà, etc. Mais pas, encore une fois, pas sur, non, puisque j'étais amnésique. Mais quand même, tu as senti que ça t'avait apporté en plus. Oui, tout à fait. Tu t'es senti un peu mieux de ce que oui. tu dis. Oui, grâce à elle. Tu as continué un peu avec elle puisque tu étais à l'aise avec elle. Oui. Donc, de là, tu continues ton parcours professionnel. Tu rentres tout de suite dans la vie active ou pas? Alors, pas tout de suite, parce que là aussi, tu sais, c'est les hésitations. C'est pour ça que j'insiste, je suis un peu embêtante, mais je fais exprès. Il faut que les gens comprennent. Ça arrive à tellement de jeunes qui ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Et que des fois, on a envie de se suicider. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a un mal-être et que le mal-être, c'est le même que le tien et qu'on peut s'en sortir. Ça, j'appuie. Tout à fait, oui, tout à fait. Non, en fait, j'ai fait toujours l'équilibriste, on va dire. Et puis, quand les situations devenaient un petit peu catastrophiques, je rebondissais, ça marchait. Donc, j'ai fait une maîtrise d'histoire, voilà, avec toujours ce mal-être lancinant. Donc, la maîtrise, elle s'est passée ric-rac, parce que j'étais à l'ouest encore. Hein, j'étais partie au Japon. Et tu l'as eu? Je l'ai eu, mais bon voilà, encore dans un état pas extraordinaire. Et puis après, j'avais toujours eu envie de devenir journaliste. Sauf que quand tu es dans ces états dissociés et de pensée magique et à l'ouest, voilà, je ne m'étais pas donné les moyens vraiment de... j'avais pas forcément envie de faire une école. Parce qu'on m'avait dit, bon, il faut quand même une culture générale. À l'époque, c'était ça, il faut une bonne culture générale, etc. Donc, voilà. Mais si tu veux, je me disais, je vais être journaliste, mais je faisais rien de concret pour le devenir. Donc, tu t'en sentais pas la force? Je sais pas. Ni l'envie, puisque tu voulais pas, tu avais cette peur d'aller vers les autres, en fait, quelque part. C'est possible, mais en tout cas, j'avais envie d'être Tintin, quoi. J'avais envie d'être Tintin, donc bon an, mal an, donc je commence à faire des stages dans des agences de presse, et puis voilà, bon an, mal an. Mon point fort, c'était quand même les langues, parce que je parlais pas mal de langues, donc voilà, et puis bon an, mal an, je suis prise dans une grande agence de presse internationale et je deviens journaliste. Donc, voilà. Gros coup de bol.
gros coup de bol, on va dire comme ça. Non, Non, mais c'est toi qui le dis. C'est pour ça que je te demande. non. Oui, enfin, disons que... Attention, je cherche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense que je devais avoir une C'était capacité fait pour linguistique. ça, mais Voilà. comme tu as dit, tu as fait l'équilibriste et puis tu es Ouais. tombée au bon moment. Oui, puis il y avait les langues. Je pense que les Ça langues, t'a- le ça fait t'a de beaucoup parler, aidé. oui, espagnol, anglais, japonais, ça a aidé pas mal. Ouais. Donc, tu deviens journaliste, tu te diriges vers quoi? Ah, moi je suis curieuse, hein. Je veux savoir qu'est-ce qui... Bah, c'est une agence de presse internationale où tu es généraliste et du coup tu te diriges pas, c'est-à-dire que tu suis Tu toutes suis. les actus Ouais. et Tu vas là où on t'envoie. voilà. Ouais. Et si tu veux, je crois que j'avais vraiment ça dans la peau. Donc j'étais... Donc tu te sens bien. Oui et non. Alors, crash, pourquoi? Ben parce que à la fois j'étais passionnée, à la fois c'était les êtres humains qui m'intéressaient beaucoup dans ce métier, les personnes, et à la fois chaque fois que je couvrais des faits divers qui se rapprochaient de ce que j'avais vécu sans le savoir, ça réveillait tes traumas. ça devenait compliqué, mais je ne maîtrisais rien, si tu Ouais. veux. Donc, c'était des nuits sans sommeil, à, si tu veux, à me répéter mot pour mot le procès que j'avais couvert. Ça tournait en boucle. Ça tournait en boucle. C'était des crises d'angoisse terribles parce que c'est aussi ces traumas-là, ça l'associe une estime de soi, une confiance en soi catastrophique. Donc, moi, si tu veux, quand j'avais une conférence de presse, je faisais une nuit blanche. J'étais angoissée avant de J'étais la passer, angoissée surtout. Après, ça se passait très très bien. Ça se passait tout le temps très très bien. Ça ne soignait pas mon angoisse. Voilà. quoi. Tu avais toujours cette espèce d'angoisse, comme tu dis, qui était présente, qui Oui. était au-dessus de toi. Complètement. En fait, malgré le fait que tu sois dans un domaine qui t'épanouit, parce Ouais. que tu aimais ce que tu faisais, Oui. il y avait quelque chose, tu n'étais pas soignée en fait. Ah oui. Donc tu continues, et à quel moment tu commences à sortir de cette impasse? Mais il a fallu pas mal de chemin pour sortir de cette impasse. Il a fallu que je pousse mes limites, j'ai envie de dire, très très loin. Il a fallu que je couvre le tsunami au Japon. Il a fallu que je tombe en burn-out. C'est les images, en fait, le fait que tu sois au Japon à ce moment-là, et que le tsunami qui a réveillé ton... Alors non, parce que la mémoire traumatique des viols que j'ai subis quand j'avais 5 ans, elle était remontée quelque temps auparavant. D'accord, c'est ce que je Voilà. cherchais à savoir. Donc ça, c'est suite à un choc émotionnel. Mais j'étais déjà dans un jusque-boutisme, c'est-à-dire que je bossais à fond la caisse, j'étais stressée, Alors, etc. je t'arrête. Comme en fait ton traumatisme était réapparu quelque temps avant, Oui. pour occulter, tu bossais à fond, pour oublier. Oui. Pourquoi Les deux. Voilà. Les deux. Mais pourquoi, une fois que ça a réapparu, tu n'as pas voulu tout de suite traiter? Qu'est-ce qui a fait Est-ce qu'il y a eu un frein? Tu t'es auto-interdit d'ouvrir cette porte? Si tu veux, je n'étais pas formée, je n'avais pas les clés pour comprendre ce qui m'arrivait. C'est important de le dire ça. Voilà. Et si tu veux, le trauma est remonté à la suite d'un choc émotionnel. Où je fais une rencontre dans un cadre professionnel, je vois une collègue et d'un coup, Boum. non mais d'un coup, j'ai des souvenirs extrêmement précis de la petite enfance, ce que tu me demandais au tout début, qui remontent, mais comme un film. C'est-à-dire très très précis. C'est-à-dire je revois le plat de coquillettes de l'école primaire dont je te parlais. Les odeurs. Des trucs incroyables, mais des scènes surtout, c'était filmé. C'était comme si j'avais une caméra à la main. C'était pas tant les odeurs, c'était plus les Ça images m'arrive très de précises. fausser les images. Ouais, très très précises, mais tellement précises que même ce meilleur ami d'enfance dont je parlais, je lui disais, mais tu te rappelles quand on était à tel endroit dans le parc et qu'on faisait ci, il me disait, mais comment ça se fait que tu as des images si précises? Et je lui disais, et ça remontait en cascade, en cascade, en cascade. Je n'étais pas formée à quoi que ce soit, je ne savais pas ce que c'était un traumatisme, un psychotrauma, etc. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et dans le cadre d'un rendez-vous professionnel, on rencontre un gendarme sur une histoire de disparition d'enfants, tu vois, dont certains avaient été violés d'ailleurs. Voilà. Et le gendarme parle de l'affaire du trou et il dit c'est bizarre, mais je pense que parce qu'ils avaient une enquête d'enfants disparus, donc voilà, ils étaient obligés de creuser. Il disait si on était en Belgique, parce que la France le reconnaît pas, mais on pourrait peut-être auditionner une des victimes. Alors il y avait une victime parmi tous les enfants qui avaient grandi et sous hypnose, et peut-être qu'on aurait des infos sur ce prédateur commun, etc.
Je sais pas pourquoi ça fait tilt quand il m'en parle. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, j'étais complètement dans un brouillard total, mais je me dis hypnose, tilt. Et je suis dans la ville où je travaillais et je vois sur une porte Là, hypnothérapeute. tu cherches à aller voir. Voilà, Attends, et je vois qu'il y a un 06. Mm. Donc j'angoisse pendant 8-10 jours. Tu t'appelles. Et après j'appelle, je vais voir ce monsieur. Voilà, je connaissais rien. Tu tentes le tout Je pour le tente tout. le coup. Et voilà, et donc il me dit, je lui dis, écoutez, j'ai tous ces mécanismes, là, tous ces phénomènes de mémoire qui surgissent là, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Donc il m'allonge sur la table d'hypnose et voilà, dans les 2 minutes, boum, le viol est reparti et ressorti. Et j'ai hurlé le surnom de mon agresseur. C'est ça qui est... C'est fou. C'est fou. voilà. T'es pas la première. Hein, Son surnom. Il y a eu des victimes, j'ai eu des échos aussi, il y a des victimes de l'âge de 4 ans qui ont pareil, reconnu, enfin entendu le nom de leur agresseur alors qu'elles avaient quoi, 3-4 ans. Ouais. C'est incroyable ce que la mémoire peut retenir en fait. Voilà. C'est fou. Et si tu veux, on se serait parlé à cette époque, je n'avais pas de souvenir. Du tout. Pas du tout de souvenir. Et d'un coup, boum, un surnom, tu vois. Donc tu sors de ce cabinet, t'es comment? Enfin, t'es dans tous tes états. Ah, complètement. Ils te laissent repartir, comment ça se passe? Oui. Oui. Donc, tu repars. Oui. Tu rentres chez toi et là, tu te dis quoi dans ta tête? Alors là, je partage avec ma compagne ce qui est arrivé. Voilà. À l'époque, je suis, pour le coup... Alors là, t'as connu l'amour. Voilà. Tu t'es installée avec quelqu'un. Voilà, c'est même un bel amour, on va dire, bien, qui me... très équilibré. Bon, moi, j'étais toujours pas bien dans ma peau, mais en tout cas, c'était une belle relation. Au début de votre relation, elle sait pas tout ce qui t'arrive et elle le prend de court en fait. Elle a connu tout ce qui t'est arrivé au niveau psychiatrie puisque tu avais été suivie, mais elle sait pas ce que tu as vécu. Et là, tu lui fais part de ce que tu viens de découvrir. Ah ben d'un coup, oui. Voilà. Oui. Et là et là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je crois qu'elle n'a pas été étonnée. Mais elle moi, avait un doute? Non. Oui. Elle n'a pas été étonnée. Ouais, c'est important ce que tu dis. Oui, tout à fait. Qui de mieux pour te connaître, tu vois? Oui, tout à fait. Elle avait une intuition incroyable et en fait, je pense qu'elle avait des petits... Pourtant, pareil, elle n'est pas formée, elle n'avait pas eu... Enfin, à ma connaissance, elle n'avait pas eu de trauma personnel. Et si tu veux, qu'est-ce que je fais tout de suite après cette histoire? Je remets dans le tiroir. Je vais revoir le monsieur, là, qui m'avait fait cette séance d'hypnothérapie. Et je lui dis, écoutez, c'est des vieilles histoires. Je veux oublier. Oui, on va... C'est des vieilles histoires. J'avais une approche quasiment journalistique de ce qui s'était passé. C'était très terre à terre. Oui, c'est des vieilles histoires. Allez, hop, on remet ça dans un tiroir. Sauf que ça se passe pas comme ça. Alors, il te le dit au moins que ça se passe pas comme ça, mais ou alors il le fait? Non, mais lui, il était, si tu veux... Bon. Non, mais il était gentil, mais si tu veux, je pense qu'il y avait toute une dimension où il n'était pas formé au psychotrauma, il était... Enfin, voilà. Moi, je sais pas, il aurait pu me dire, je vous recommande... Si ça se trouve, il me l'a dit, mais j'ai oublié. Aller voir un psychologue ou un psychiatre. Tu n'as pas voulu l'entendre aussi. Peut-être. À ce moment-là, de ce que tu décris, tu veux tout renfermer. Ah oui. Tu veux pas en avoir connaissance, non, en fait. Des vieilles histoires, c'est des histoires du passé, tu vois. Puis en même temps, c'est dur d'entendre et accepter. De quoi? Ce que tu vois. Ah mais carrément. Le carrément. viol. Et puis je pense que tout peut être maîtrisé sur le plan intellectuel. Alors que non, la mémoire traumatique, ça marche. Oui, c'est ça, ouais. Allez hop. Exactement. Donc, sauf que non, ça marche pas comme ça. Tu essayes, mais ça se passe pas comme tu l'entends. Pas du tout, alors, pas du crash. tout. Mais c'est important, crash. Au début, si tu veux, je continue mon travail, voilà, je maîtrise tout, je contrôle tout et tout ça, et puis, je crois que je commence à avoir des problèmes physiques partout, mon dos qui se coince, voilà, ça va pas bien. Non, ça va pas bien physiquement, et du coup, je me dis qu'il faut que je prenne ça un petit peu en main, et je vais voir une personne qui faisait des massages. D'accord. Voilà. Je me dis peut-être que ça va me faire du bien, voilà. T'essayes, hein, tu tentes. J'essaye, je tente, mais toujours je reste un peu en surface, voilà. À cette époque, je me dis pas, j'ai besoin d'aller voir un psychiatre, un psychologue ou une psychologue. Dans le refus. Je suis dans le refus et encore une fois, j'ai une approche journalistique de ce que j'ai découvert.
c'est une vieille histoire. On n'en parle plus. C'est un agresseur et un criminel qui m'a fait ça, mais c'est pas moi qui vais pas bien. Enfin, je suis pas malade, moi. C'est un criminel. Abstraction. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai une approche. J'essaie d'avoir une approche rationnelle qui ne fonctionne pas du tout, mais en tout cas, c'est mon moyen de défense. Ouais. Et donc, je vais voir cette dame et elle commence à masser, etc. Je pense que je devais pas du tout être bien, je devais avoir des nœuds partout, etc. Et à la fin du massage, elle s'assoit sur un canapé et elle fond en larmes. Ah bon. C'était un peu étonnant, Ouais, tu vois, alors parce toi, que oui, non, mais en plus j'étais là, si tu veux, pour me faire du bien. Donc je suis désolée pour cette dame là. Et elle me raconte que elle a senti dans mon corps quelque chose qu'elle-même avait vécu. À savoir qu'à 30 et quelques années, c'était à l'époque elle avait eu un blocage lié à des agressions sexuelles qu'elle avait vécues enfant. D'accord. Et en fait, elle a eu comme quelque chose qui lui a parlé en miroir dans la manipulation physique. Voilà. Et si tu veux, vraiment, j'aurais pu me dire, bon, bah, elle fait une projection, elle est folle, voilà, j'aurais pu partir comme ça. Et en fait, je la quitte et je m'effondre en larmes dans la rue. Mais alors, complètement. Parce que là, tu sais que c'est la réalité. Quelqu'un d'autre te met les mots, toi, tu ne peux pas mettre voilà. dessus. Et puis, si tu veux, j'ai tellement tenu avec tous mes nœuds, voilà, j'avais mal partout. Tu ne peux pas faire autrement que d'affronter. Ah ben là, j'ai pas le choix. Parce qu'il y a tout qui s'effondre. Mon corps s'effondre, les émotions remontent, il y a tout. Tu continues à travailler, tu arrives à travailler quand même? Alors j'arrive à travailler, je continue à travailler coûte que coûte, mais à l'époque, heureusement, je suis seule dans un bureau, je suis détachée dans un petit bureau et je viens en larmes, chaque jour, je vais en larmes au bureau. Et donc, après j'assure, hein, au téléphone, machin, quand il faut sortir. Ça te prend un certain moment de la journée ou... Ah non, je me rappelle, tous les matins, j'étais en larmes. J'étais vraiment... c'est le syndrome de stress post-traumatique avec toutes les émotions qui remontent. En fait. Tout. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, à un moment donné... Ah non, je continue. T'es sûr? Ouais, t'en parles autour de toi ou même pas? À ton ami, à ta famille? Je crois que j'en parle très très peu. D'accord. Alors... quand est-ce que j'ai commencé à en parler à ma famille? Alors c'est possible que j'en ai parlé assez vite en fait à ma mère. D'accord. Mais ça c'était avant que je continue à travailler, que je m'accroche, etc. Et à l'époque, dans la ville où je travaille, j'ai très peu d'amis. Je suis très très isolée alors que je suis quelqu'un de très sociable naturellement. Mais alors là, je crois que j'ai dû me faire 1 ou 2 amis en l'espace de 4-5 ans où j'étais dans cette ville. Alors, je me suis complètement renfermée. J'ai dû en parler à une personne. Je me rappelle une collègue qui était devenue une amie. Et sinon, j'en parle pas. Je pense que je suis complètement incapable. J'ai pas les armes pour pouvoir identifier, mettre des mots. Tu sais pas aussi vers qui te tourner. Je ne sais pas vers qui me tourner et je crois que je suis dans le déni, je suis dans le système de défense, dans la survie. Voilà, je fais comme je peux. Tu peux. Voilà. Tu essaies de respirer comme on dit, hein, comme tu peux. Exactement. Tu prends l'air hein, comme tu peux. Exactement. Et je continue surtout. Hein. Bon petit soldat, je travaille à fond, etc. Et arrive le tsunami justement. Arrive le tsunami où j'accepte un nouveau poste, je deviens... Là, alors je te coupe, la femme t'avait déjà massé? Oui. Voilà, donc arrive le tsunami. Complètement. Mais je continue, pas d'arrêt de travail, 0 arrêt de travail. D'ailleurs, j'étais très fière en 10 ans, 0 arrêt de travail. Je vais tenir. Pas d'arrêt de travail. Bah non. Puis, il n'existe pas les arrêts de travail. Donc voilà, arrive le tsunami, je prends ma petite caméra, donc j'avais été formée à être journaliste reporter d'image et voilà, et je couvre le tsunami. Est-ce que tu te mets en danger? Alors oui. Ouais, crash. Ah oui. Ah oui, c'est important. Complètement. D'ailleurs, c'est très marrant, je vais te dire pourquoi je me mets en danger. Moi, le tsunami arrive donc 11 mars 2011 et je regarde les images dans le bureau de l'agence où je travaillais et je dis mais j'y vais, je vais couvrir. Tu choisis. Oui, je vais couvrir le tsunami. Mais bon, comme j'étais journaliste reporter d'image, je ne savais pas vraiment filmer des bonnes images. Je dis j'y vais, mais journaliste écrite.
parce que je connais le Japon, j'avais été correspondante là-bas, etc. Oui. Tu Non, parles la non, langue, voilà. Il dit non, tu y vas en avec ta reporter. caméra. D'accord. Ok, la caméra était hyper lourde, voilà. Et j'y vais avec un petit dictionnaire, une brosse à dents et ma caméra. Je prends pas d'habits, je prends rien, j'y vais. Et j'y vais et entre-temps, comment dire, les réacteurs nucléaires de Fukushima explosent les uns après les Oui. autres. Mais j'y vais. Mais tu y vas quand même. Ah mais non, et puis, si tu veux, parce que peut-être que tu te poses la question, il y avait aussi quelque chose qui était lié à mes racines, puisque Oui. mon père étant japonais, je me souviens, j'étais complètement bouleversée aussi, de façon très profonde de Ce qui s'est ce passé qui s'est là-bas. passé là-bas. Donc, encore un élément déclencheur. Voilà, exactement. Mais pour répondre à ta question, oui, je me suis exposée. Tu t'es mise en danger. Voilà, je me suis mise en danger. Volontairement, j'insiste. Tout à fait, parce que c'était très marrant et ça va te faire rigoler parce que quelque temps, la personne qui m'a succédé, parce que je suis restée 10 jours là-bas, Oui. la personne qui m'a succédé, elle a fait le tour de elle a été à l'IRSN, elle a été voir des médecins, elle a pris plein de renseignements Oui. pour savoir quel danger elle courait, comment il fallait Et toi, rien. non mais c'était très marrant, hein. Et donc elle n'a pas été sur les zones, moi j'étais à 150 km, 200, un truc comme ça de Fukushima, elle a été de l'autre côté. Oui, elle s'est mise Voilà. en mode protection. Voilà, et quelques semaines après, je crois, ou quelques mois après, on en a reparlé. Et toi, Et- tu étais en mode suicidaire. Exactement. Mais quand elle me dit comment elle a préparé son voyage au Japon, etc., et moi, avec ma brosse à dents, et hop, Ouais, c'est parti. voilà. Donc, tu y vas, tu te donnes à fond, en mode suicidaire, en mode tu cherches. Quelque part, est-ce que tu cherches à t'éteindre inconsciemment? Euh, Comment tu vis cet épisode-là? Avec le recul maintenant. je pense que oui. Oui et non. C'est-à-dire que j'étais aussi en mission, D'accord. tu vois. Je pense que c'était suicidaire, oui, parce que à aucun moment donné, alors si, c'est compliqué. Tu vois, parfois il y a la force de vie et la force de mort en même temps, parce que je me rappelle que un jour, on est sur un petit port, on n'est pas très loin de Fukushima, on sait pas. On a vu que l'Union européenne, elle parle de catastrophe nucléaire du siècle, et j'entends un haut-parleur qui se met en marche. Et je me dis, ça y est, ils demandent d'évacuer le Japon, on va tous mourir. Et je me souviens que ça m'a traumatisée. Donc, je ne pense pas que je voulais mourir. Non, parce que là, tu te rends compte que tu peux mourir. Voilà. Ouais. Mais il y avait Donc, il y une a force de petite, vie. une petite étincelle qui est Voilà. là quand même. Et puis, si tu veux, j'étais en mission. C'est-à-dire que je couvrais, je voulais que le monde entier sache ce qui se passait au Japon. Donc, il n'était pas question que je Il y a meure. cette mise en danger permanente. Exactement. La mise en danger, elle y était. Ah bah oui, clairement. Clairement. Donc, tu couvres les moments, tu reviens et tu continues à travailler. À quel Oui. moment à quel moment tu décides de prendre la chose? À quel moment tu t'aperçois qu'il y a un problème et que tu vas le prendre en main? Au retour du tsunami, je veux continuer à travailler, puis là, il y a mon corps qui se met... Lâche. Ouais. Il lâche. Donc en fait, c'est ton corps qui ne permet plus de le faire. Ça va pas, ouais. D'accord. Ouais, c'est très vite, je vois. Et là, je commence à me dire qu'il faut faire quelque chose, mais la première chose que je veux faire, c'est judiciaire. D'accord. C'est-à-dire, je veux... par l'intermédiaire de ma mère, on a écrit à l'agresseur qui n'a pas répondu. D'accord. Et je me dis, il faut qu'on aille plus loin. Donc, En tout cas, tu as l'appui de la famille. là, j'ai l'appui de la famille. Ah, ça, c'est bien. Voilà. C'est Mais pas le cas pour beaucoup. absolument. Et personne n'a mis en doute ma parole. D'accord. C'est-à-dire C'est que- important ça aussi. Absolument. Ni ma mère, ni mon père, ni mes sœurs. Alors, Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici dans Crash on Menard, ouais, que leur parole a été mise en doute. Donc c'est bien aussi de dire, Oui, on tout voit à que fait. ça peut être différent. Si quelqu'un veut parler, peut-être en t'entendant, il va se dire, peut-être que finalement, oui, on va me croire. oui, tout à fait. Alors ça ça serait formidable si ça pouvait Aider. avoir cet effet ou aider. Mais il faut être lucide parce que si tu veux le retour de mémoire traumatique, et tu le sais, c'est aussi soit... Tout à En fait, moi, j'étais, je pense, la personne qui ne me croyait pas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc effectivement, si tu es dans un contexte familial où les gens te disent tu racontes n'importe quoi, machin, bon, tu te prends 10-20 ans d'amnésie traumatique en plus, mais il y a aussi tout un travail à faire pour soi, parce que pour l'accepter. c'est quand même l'extraterrestre. Enfin, je veux dire, 32 ans après, tu te Oui. souviens que tu as été violée à 5 ans. Donc, franchement, c'est moi dur. j'étais journaliste, je me disais non mais
c'est pas possible. Donc dans ma petite tête, j'ai, si tu veux, étudié toutes les hypothèses en me disant mais non, c'est faux, c'est rien, machin, c'est du délire, etc. Avant de déposer plainte. Tu me posais la question quand est-ce que tu as craqué ou tu as commencé à te dire quand j'ai voulu déposer plainte. Au moment où tu as dû faire face, apporter des faits, c'est ça? Voilà. Donc encore ce côté pragmatique. Pragmatique. En fait, ma mère écrit au procureur de la République de l'endroit où ça s'est passé. Et en fait, c'est pas moi qui fais la démarche de déposer plainte. C'est le procureur qui demande à la brigade des mineurs de là où j'habitais de m'auditionner en vue de déposer plainte. On m'a dit, c'est pas vos parents qui ont été victimes de ça, c'est vous. Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Donc la policière m'appelle, me dit, est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Alors je réfléchis pas, je dis oui. Je raccroche, boum, donc ça a été angoisse. net, ça aussi. Oui. Parce que quelque part, on t'a incité d'une certaine façon. Oui. Voilà, mais dès lors qu'elle m'incite, si tu veux, là j'ai vécu c'est le côté l'enfer. Voilà. Ah oui, mais là je me suis dit, il faut que je m'arrête de travailler, c'est pas possible. Pendant 1 mois, j'ai vécu l'enfer. Mais justement, tiens Florence, je reviens un peu vers toi. Oui, j'écoute attentivement. Je sais, mais je pense à toi. Justement, moi, je voudrais voir si toi, de ton côté, tu vois, par exemple, on voit que Millet, elle a eu du mal à faire face à ça, à son soi-même, en fait, à l'accepter. Par contre, toi, j'aimerais voir comment, est-ce que tu l'avais vécu de la même façon? Après, c'est vrai qu'on a du mal, l'estime de soi, comme tu l'as dit, il n'y en a pas. Et après, moi je sais que c'est accepter aussi un corps qui a été traumatisé. Et après, c'est vrai qu'on a du mal, je ne sais pas toi si ça a été le cas, mais on a du mal, ne serait-ce qu'après, pour avoir par la suite, comme tu le dis, quand on a des relations ou une vie intime par la suite. On ne parle pas assez de la reconstruction dans le cadre des violences sexuelles. Elle en a parlé un peu tout à l'heure. Oui. Elle a dit qu'elle a eu du mal à... Elle a dit, mais aujourd'hui, dans la reconstruction de pas mal de victimes, on n'en parle pas assez. Quel est le parcours de la reconstruction? Il y a plein de gens qui aujourd'hui qui savent pas ça, et on chemine longtemps. Alors, je reviens à ma question. Au niveau du trauma, est-ce que toi, tu as eu ce déni vis-à-vis de toi-même? Parce que son entourage l'a cru, c'est elle-même qui avait du mal à l'accepter. Moi, je voudrais savoir, à ton niveau, est-ce que ça a été pareil? Ou est-ce que toi, tout de suite, tu as cru, tu as senti que tu t'étais fait agresser, tu as pu mettre les mots tout de suite et qu'il y a eu un rejet au niveau de ta famille? J'aimerais savoir le contexte. Alors ma famille, c'est complexe puisque ma mère, elle a consenti ce que mon père a fait. Aujourd'hui en famille, j'ai pas tellement. T'as pas été épaulée. J'ai eu zéro soutien niveau famille. La seule qui a été témoin de ça, c'est ma meilleure amie d'enfance, c'est Christelle, qui est décédée par la suite dans l'accident, qui elle a été témoin de ça et de toute la maltraitance. Et quand ton trauma il est revenu, quand tu t'es rappelé de ce qui t'est arrivé, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu l'avais vécu de la même manière que Millet, tu as eu du mal à l'accepter, ou est-ce que toi, non, tout de suite Moi, je me rappelle, tu sais ce que tu as vécu au fond de toi, mais là où ça m'est vraiment revenu, c'est quand Muriel Salmona a fait cette fameuse vidéo où elle a dit, si toi, tu as été victime d'inceste, et là, tu te prends ça en pleine face et ça te revient d'un coup. Et en fait, plus j'écoutais sa vidéo, je sais que quand je l'ai écoutée, j'ai dû l'écouter 10 fois à la suite. Et à un moment donné, c'est là, comme tu le dis, quand tu as la mémoire trauma qui te revient. Et là, tu te dis, mais en fait, ce qu'elle est en train de dire, je l'ai vécu, mais c'est tellement ça quand elle parle dans cette vidéo. Pourtant, tu le sais, parce qu'après les images, tu t'en rappelles. Moi, je sais que je peux encore... Il y a des scènes que je me rappelle et qui sont très claires par rapport à mon père. C'est des images ou c'est des odeurs? J'ai encore son odeur. Par contre, il y a quelque chose qui est complexe, moi, dans le trauma, c'est que demain, tu vois, je le croise dans la rue, je ne le reconnais pas, je sais même pas quelle tête il a, je suis... incapable, si ça se trouve, ça m'est déjà arrivé de le croiser. Je me rappelle ni de rien. C'est-à-dire, je ne saurais même pas dire que c'est lui. Mais c'est un trou noir. C'est comme dernièrement, j'ai appris des infos dont je me rappelle pas, où je suis encore dans la mémoire traumatique, où j'en ai parlé d'ailleurs avec Muriel quand on a fait sa formation sur les violences sexuelles. Donc la mémoire traumatique, oui, j'y suis encore dedans. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est comme le diminuer, c'est par étapes en fait. C'est par étapes. Et puis quand ça te revient comme ça sur le moment, tu te dis, mais tu te dis c'est ça, tu sais que tu l'as vécu. Mais tu arrives enfin à mettre des mots sur ce que tu as vécu. Alors moi, je suis encore dans la reconstruction, puisque j'ai un syndrome post-traumatique sévère complexe.
qu'on m'a détecté il n'y a pas longtemps. Mais c'est de te dire que quand même, malgré tout ça, alors après, tu as toutes les séquelles, que tu parles des troubles alimentaires, enfin, après, c'est de tout ce que ça découle. Moi, je sais que quand j'étais petite, à l'école, étant donné que moi, c'est mon père qui m'a agressée, chaque fois que j'avais un homme, que ce soit un instituteur ou autre, dès que j'étais en présence d'un homme, c'était... Non, c'est-à-dire que je ne faisais rien. C'est-à-dire à l'école, si j'avais un maître à l'école, c'est arrivé au CM2 que j'ai eu un maître, je ne faisais rien, j'étais sidérée, j'étais incapable de faire quoi que ce soit en sa présence. D'accord, donc c'était là le traumatisme, il se voyait à ce niveau-là. Ah ben il se voyait, puis tu es complètement renfermé, enfin tu restes dans ton coin, tu as l'impression d'être en marge, enfin tu regardes les autres enfants avec leurs parents et toi tu te dis qu'en fait tu n'es pas du tout dans cette dimension-là. Ça dépend, ça varie, puisque Millet, elle était entourée et qu'il y avait tes parents. Ça varie d'une personne à l'autre. C'est pour ça que justement, je voulais avoir ton... C'est totalement différent. Ah, moi, le cas n'est pas le même que celui de moi, j'ai Millet, pas du tout été entourée, puisque ma mère me rendait responsable. Ma grand-mère, elle avait les mêmes propos que ma mère. Donc, c'était... En fait, le discours, c'était complètement broyé. En soutien, moi, dans la famille, j'en ai pas eu. Au contraire, tout était fait pour me faire taire. Après, il y a eu la soumission chimique. Ça peut te faire passer pour folle. À force, on te fait passer pour folle et à un moment donné, tu te dis que quand ça te revient et quand toi tu révèles ça et qu'après l'inceste, même s'il y a mis tout... Justement, c'est ce que je voulais dire alors, tout à l'heure quand je t'ai posé la question. Comme on te fait passer pour folle, comme on te fait douter de toi-même et que toi tu as déjà le trauma, est-ce qu'à un moment donné tu as été comme Millet, parce que tu n'as pas vraiment répondu à ma question, donc je reviens encore dessus. Est-ce que tu as été comme Millet à dire non, je passe à autre chose, je ne veux pas le voir, c'était avant, c'est plus maintenant, ou est-ce que toi tu l'as accepté, tu t'es dit ah, je l'ai vécu, il faut que j'y fasse face. J'ai mis du temps à l'accepter. Voilà, tu mets du temps à l'accepter parce que non seulement ça te revient, et puis après déjà, quand tu es toute petite, on fait tout pour te faire taire. Et quand tu es grand, quand tu en parles, mais on fait encore tout pour te faire taire. Donc en fait, la stratégie de l'agresseur, elle continue parce que tu es écrasé tout le long de ton parcours. Encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre parce que par exemple, Millet, ça a été le contraire. Elle pouvait en parler, simplement qu'elle n'a pas mis les mots au moment où... Elle a mis les mots au moment où elle a senti le besoin de demander par exemple à ta maman, comme tu disais tout à l'heure, mais elle pouvait en parler, donc ça varie encore d'une personne à l'autre. Mais le point, la similitude, c'est le trauma emmagasiné qui vient qu'à un moment où il y a un choc, en fait. C'est le point que vous avez en similitude. Oui, après, c'est pas si simple, comme tu dis, ça se fait par étapes, parce que tu vois, même si ma mère m'a cru, donc c'est très compliqué que la famille sorte du déni. C'est-à-dire que moi, la première fois que je dis à ma mère, ses souvenirs sont remontés, elle dit « Ah ben oui, moi aussi, j'ai été victime quand j'avais 10 ans. » Et après, c'est rideau. C'est-à-dire que j'ai dû me battre pour que... Il a fallu tout un temps pour que je répète que j'avais bien été victime, parce que moi-même je voulais me persuader, mais si tu veux, le déni, même quand tu brises le silence et que les gens te croient, le déni il est accroché, tu vois, voilà. Et tu disais aussi... C'est tabou, après quand tu en parles, ils aiment bien remettre ça sous le tapis pour éviter... ça va briser la famille, il faut faire attention, et puis après on te met vraiment la charge de responsabilité dessus. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi... c'est-à-dire que tu disais que mon système de défense avait été de remettre dans un tiroir au début, mais après je me suis fait ma propre enquête journalistique de mon cerveau. C'est-à-dire que je fait par étapes en fait. Oui, mais je veux dire que mon déni a été jusqu'à enquêter sur mon propre cerveau en disant avant de déposer plainte, et si tu étais folle et que ça n'existait pas. Totale remise en question. Complètement. Et j'ai même été voir la psychologue du commissariat avant de déposer plainte et je lui ai dit, si jamais vous pensez que je suis folle et que j'ai dit n'importe quoi, dites-le moi et je n'irai pas déposer plainte. Dites-le moi. Et là, elle était ennuyée. Elle m'a dit, c'est complexe. Non, elle m'a dit tout ce que vous décrivez, les dessins, etc. Moi, à mon avis, je pense que vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est bien ça. Mais j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, alors, tu vois. Tu dis, tu vas porter plainte, tu as fait tout ce qu'il y avait autour, le travail. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça engrange la machine? Je m'effondre. Donc c'est direction clinique psychiatrique. Voilà. Tu t'effondres totalement. Ah oui. Est-ce que pourquoi Est-ce que ça a été dur? Quand tu as été au commissariat, ça a été bien pris? Est-ce qu'on t'a traité d'une certaine façon? Qu'est-ce qui fait que tu t'effondres? Mais en fait, c'est ça ce qui est incroyable. C'est que si tu veux, dans mon parcours, et tu le disais, ma mère m'a cru, donc voilà. La policière qui a pris ma plainte, elle était
génial. Ouais, t'as cru aussi. Elle m'a cru, elle m'a dit, à un moment donné, elle me dit, vous savez, c'est pédophile. À l'époque, on parlait de pédophile, pas de pédocriminel. Ils font ça, c'est normal qu'il n'y a pas de témoins parce qu'ils font ça. Donc, elle me croit, ça se passe hyper bien. Moi, je ressors de là hyper contente. J'ai libéré ma parole, j'ai confié à la justice ce truc. Et si tu veux, c'est quoi la mémoire traumatique? C'est quoi? J'ai parlé, j'ai brisé le silence. Oui. Et derrière, tu as tout le flot de il va venir me tuer. Bien sûr. Non, mais en fait, c'est des retours de mémoire traumatique qui fait que c'est complètement irrationnel, mais j'étais persuadée qu'il allait venir me tuer. Je savais donc que c'était... c'était... tombé dans la paranoïa, en fait. Oui, je savais que c'était, peu plausible, mais la mémoire traumatique fait que tu as l'impression que ce que tu vis est vrai. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, j'étais quand même en clinique psychiatrique de mon plein gré, je dois le préciser. Et là... Alors, quand tu vas de ton plein gré, ça a été facile de ressortir? Tu as pu sortir quand tu voulais? Alors, d'abord, parce que ça, c'est complexe aussi. Hein. Il y a des alors, cas où... C'était pas une clinique où j'étais hospitalisée d'office, donc voilà, c'était une clinique d'hospitalisation libre. Par contre, il a fallu un petit peu travailler mon propre déni, parce que je suis arrivée là-bas, je leur ai dit en gros... c'est une image bien sûr, mais je leur ai dit bon, vous me réglez ça en 3 semaines maxi et c'est bon. Tu quoi. voulais aller vite. Oui. En fait, dès le départ, tu veux t'en débarrasser. Ah mais oui. Voilà. Et puis le pauvre psychiatre qui était très sympa, un jeune, il m'a dit bon, pour vous, je vois bien 6 semaines d'hospitalisation minimum. Et il avait raison. Oui. Voilà. Bah alors après ces 6 semaines, tu ressors, tu fais quoi? Non, j'ai fait sur toute une période, j'ai fait des hospitalisations successives. Voilà. Mais là, si tu veux, le mur du déni est tombé. C'est-à-dire que j'ai commencé quel moment tu remontes la pente? À quel moment je remonte? Tu t'attaquer au problème, en fait. En fait, j'ai jamais cessé de me battre. C'est-à-dire, dès lors que je dépose plainte... Indirectement, tu n'as jamais cessé de te battre. Parce que même dès le départ. Oui. Sans en avoir forcément conscience. Hein. Oui. Parce que tu fais l'équilibriste. Oui, complètement. Mais je me bats aussi sur le front juridique. Ça, c'était très important pour moi. Mais je n'ai pas la force qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, j'ai besoin de... Alors, je me dis, il faut que je règle quelques petits trucs psychiatriques. Bon, à l'époque, j'étais un peu là-dedans, mais bon, on sait très bien que c'est beaucoup plus long, que c'est beaucoup plus complexe, etc., etc. Mais parallèlement à ça, je veux mener ce combat judiciaire. C'est très important pour moi d'être confrontée à mon agresseur, etc., etc. Donc je fais parallèlement le parcours thérapeutique et le parcours judiciaire. Les deux en fait. Voilà. Donc tu fais les deux. Entre-temps, tu mets ta carrière en stand-by? Oui. Ouais. Arrêt maladie. Plusieurs mois, ouais. Donc on sait très bien que quand on est dans le domaine juridique, ça met du temps hein, quand on commence les instances. Donc tu recommences à travailler? Alors, partiellement, non. Pendant toute la période juridique, j'avais la chance d'être salariée, donc je pouvais être en arrêt. Ça t'a aidé, ça? Oui, bien sûr. On en parle beaucoup. Hein. Ah, mais bien sûr. De nombreuses fois ici. Ouais. C'est important aussi. Bien sûr. Pour les victimes de pouvoir se reconstruire et du coup. Ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps et les personnes qui n'ont pas, qui ne bénéficient pas de protection sociale, et le fait que j'ai pas perdu mon travail, alors que je me suis quand même consacrée beaucoup à ce combat juridique et thérapeutique. Tu aurais pu le perdre, hein, j'aurais pu. Eu la chance de pas le perdre. J'aurais pu, tout à fait. Alors après, j'ai toujours gardé un lien avec mon entreprise. Je les ai tenus au courant de tout. Quand j'ai commencé à médiatiser, ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Voilà, je ne faisais pas les choses en loose day. Mais effectivement, j'ai eu de la chance. Je pense que dans d'autres pays, j'aurais terminé clocharde. C'est clair et net. Mais c'est bien de le dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue aussi à cause de leurs anciens traumas. Mais carrément. Tu dis ouvertement les choses. Mais carrément. Donc, alors il y a le parcours judiciaire. Ça se passe comment? Ça, finalement, ta gain de corps. Enfin, raconte un petit peu grosso modo comment. Grosso modo, effectivement, on veut que ça aille vite, mais ça va pas vite. Mais pourtant, c'est dur. Mais pourtant, moi, ça a été assez rapide. C'est-à-dire que je dépose plainte en septembre 2011. Je crois qu'il est auditionné en janvier, mais je l'ai su un peu plus tard. En janvier 2012, un truc comme ça. Il nie les faits. Il reconnaît tous les détails de ma mémoire traumatique. Tous. Mais il nie les faits. Mais il nie les faits. Incroyable. Ouais. Ah, ça, c'est incroyable. Ça a été dur aussi. Parce que moi, je me suis rappelé qu'il avait une gourmette, la barbe en collier, la couleur de ses sous-vêtements. Donc tout est revenu. Hein. Là, il reconnaît tout.
Il reconnaît même qu'il était avec moi cet été-là, Mais etc. il nie les faits. Et il nie les faits. C'est incohérent. Bah, c'est typique de l'agresseur, Bah oui, mais- bien comme il faut, quoi. Et après, donc comme il est auditionné en tant que témoin, donc j'avais demandé au procureur d'être confronté à lui. Oui. Ils appellent ça une mise en présence il refuse. On lui dit monsieur, donc Il assume pas, ouais. la plaignante, non, il refuse, donc l'affaire est classée sans suite. Et là, ça a été un gros choc, très très gros choc. C'est-à-dire tous les murs que je me prenais, que ce soit quand il niait ou que ce soit Ah, le oui, mais classement alors sans là, ça a suite, été, c'était réveil de la mémoire traumatique directe, quoi. Donc je continue, et là, j'ai la chance de rencontrer un avocat. Oui. Grâce à un collègue journaliste qui décide De prendre l'affaire. de prendre l'affaire gratuitement. D'accord. Gratuitement. C'est important, ça aussi. Voilà. Vraiment, il me dit moi, ce combat pour la question de la prescription pénale, le Me code tient à cœur. Napoléon n'a pas été revu depuis 2 siècles, j'y vais. Faut Voilà, changer tout ça. j'y vais. Comme il prend l'affaire gratuitement, la monnaie d'échange, entre guillemets, c'est aussi un peu, il aimerait bien qu'on médiatise quand même un peu l'affaire. D'accord. Et à l'époque, je suis quand même fragile. Donc je le fais, mais T'as c'est pas compliqué. trop envie, mais tu le fais quand même. Je le fais quand même parce que je lui suis redevable. Et on va jusqu'en cour de cassation. D'accord. C'est-à-dire qu'on attaque la décision de la juge ou du juge de ne pas ouvrir d'informations judiciaires. On attaque sur la forme, Oui. on va jusqu'en cour de cassation et on demande à la cour de cassation de considérer que l'amnésie traumatique m'a empêché de déposer plainte dans les délais impartis par la loi. D'accord. Voilà. Donc mon affaire est rejetée. Voilà, mur du rejet encore, remémoire traumatique, etc. C'est etc. dur, hein. C'est fort, hein. Et ouais. Et après, je continue. Et là, je rentre dans un combat collectif, c'est-à-dire je me rapproche d'associations à Donc, l'époque. alors voilà, tu te rapproches. À quel moment c'est au bout de la 3e fois que tu te dis il faut que je me joigne à d'autres personnes pour que ça soit entendu? Alors, tout au début, quand j'ai médiatisé mon affaire, etc., j'avais en tête déjà cette notion collective. D'accord. C'est-à-dire, je me disais, moi, je suis Ça doit pas journaliste. m'arriver qu'à moi. Oui, et puis je me disais, moi, je suis journaliste. Du coup, et à la clinique, j'avais rencontré nombre de victimes comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est important que j'en parle collectivement, etc. Mais au moment de la médiatisation en cour de cassation, je me dis, oui, mais il faut quand même se rapprocher d'assos. Il y a des assos qui bossent sur ce sujet depuis hyper longtemps. D'accord. Donc c'est là où je commence à me rapprocher, à vraiment à avoir une dimension collective à ça en me rapprochant d'associations. Ouais. Et ça t'aide? Oui. Tu Ça t'es- structure. Ouais, tu t'es trouvé, enfin, ça t'a donné une force? Tu t'es sentie plus forte? Oui. Épaulée. Oui, tout à fait, ouais. Oui, Qu'est-ce oui. qui se passe après? Elles prennent les choses en main? Tu Oui, continues de prendre les choses en main? les deux en fait, Non, mais c'est-à-dire. c'est ça, je demande Oui. les gens, comme Non, ça, ils non. voient un peu comment ça se passe. Mais en fait, l'association qui m'a soutenue au moment de l'audience en cour de cassation, c'était la IVI. Donc ils font Super beau. un communiqué de presse, ils me soutiennent, voilà, c'est face à l'inceste aujourd'hui, etc. Après, je me rapproche d'une autre association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles à l'époque, et à travers cette association, je rencontre une sénatrice qui s'appelle Mugaddini, et qui dit votre argumentaire juridique là devant la Cour de cassation, ça nous intéresse beaucoup, on va l'utiliser pour déposer une proposition de loi au Sénat. Incroyable. Voilà. C'est bien tombé encore une fois. Voilà, ouais, carrément. Donc c'est ce qu'elles font. Alors l'idée c'était d'utiliser l'argumentaire de l'amnésie traumatique, c'est-à-dire levée d'amnésie. Les faits sont prescrits jusqu'à la levée d'amnésie. Oui. Et puis finalement, ça se transforme en rallongement de 30 ans après la majorité. D'accord. C'est voté au Sénat, là on est en 2014. Après, ça va, la proposition de loi va à l'Assemblée nationale et c'est rejeté. C'est Et rejeté. là, Et là, il y a là, le gouvernement confie une mission à 2 députés qui s'appellent Fenech et Touré pour revoir l'ensemble des prescriptions pénales. Parce qu'ils se disent, les prescriptions pénales sur les crimes sexuels sur mineurs, ils ont déjà une exception. Parce qu'en 2004, on a déjà rallongé jusqu'à 20 ans après la majorité. D'accord. Donc on va revoir l'ensemble des prescriptions pénales. C'est une manière de noyer un peu le poisson. Et donc ils font cette loi Fenech-Touré, ils révisent la prescription pénale. Et ils décident là de faire entrer la notion d'obstacle insurmontable, donc la levée d'amnésie, dans la loi.
Et là arrive l'affaire Flavie Flament. Ah, Donc bon Flavie, moment. voilà. Encore une fois. Oui, oui, mais bon, ça Mais c'est... tu vois, il y a le parcours chance aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr, Ouais, bien vas-y. sûr. Enfin, ou de... Enfin, on se comprend. Hein. Oui, C'est- oui, c'est-à-dire voilà. que ça a été un mal pour un bien. Exactement, exactement. Et puis dans ces affaires-là, quand tu lèves le voile, Il y ça en a d'autres bénéficie qui à arrivent, d'autres, etc., Le etc. goût- en fait, de toute façon, quand on entend, on se remémore certaines choses et puis finalement, on voit qu'il y en a des centaines, voire des... Enfin, même tu sais, hein, les victimes finalement finissent par parler. Et, Complètement. ouais, voilà. Donc, Complètement. Fanny, Flavie, et d'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse parce que je suis auditionnée par la mission de Consensus, et c'est là où je fais la rencontre de la docteure Salmona. ah, grand docteur Grande qui est venu docteure. ici. Oui, oui, tout à fait. Une très belle émission Oui. d'ailleurs. Ah, merci. J'ai regardé et c'était vraiment super. Et on se rend compte et on commence à discuter parce qu'elle avait suivi évidemment l'affaire devant la Cour de très près, cassation. parce que ça l'intéressait. Voilà, C'était elle le avait sujet. fait même un article Oui, pour tout me à fait. défendre. Elle avait été voir à l'étranger aussi. Ah oui, Elle avait pas, oui, c'était à l'international. Elle Ouais. a fait des enquêtes avant que ça sorte à Mm. l'international. Et elle a Mm. tout regroupé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, on discute au moment de la remise du rapport. On se dit qu'il faut continuer à se battre pour que l'amnésie traumatique soit reconnue dans la loi. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que Flavie Flament m'auditionne, vécu, et voilà, elle a vécu, et dans son rapport, elle recommande l'allongement aux 30 ans après la majorité, mais pour les crimes sexuels sur mineurs, mais la question de l'amnésie traumatique est évoquée, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est pas la suffisant. reconnaissance, non, c'est pas la reconnaissance légale de l'amnésie D'accord. traumatique. Donc on se lance dans ce combat avec Avec, la docteure Salmona et d'autres associations, d'autres victimes, d'autres survivantes et Et survivants. de plus en Ouais. plus d'autres victimes apparaissent. Oui. On s'aperçoit que c'est colossal. on va C'est dire. colossal. Voilà, hein, c'est le C'est mot. colossal. MeToo Colossal. arrive aussi. MeToo. MeToo balance en port. Ouais. Crachons venin. Oui, en même temps. Tout le monde en même Ah, temps. c'est gentil de le dire. Bah oui. Alors, tu rejoins Minier à ce sujet-là, au niveau de Muriel, les associations qui se regroupent, le combat. Oui, MeToo d'ailleurs, c'est Alice Aminello qui l'a Oui. remis en action bien. Tout à fait. De toute façon, Muriel, elle a toujours été, le docteur Salmona a toujours été précurseuse Dans ce domaine-là. dans ce domaine-là pour en parler. Et c'est vrai qu'elle en parle très bien. Et aujourd'hui encore, on voit sur la thématique de l'inceste, on voit aussi, tu en parlais tout à l'heure des psychiatres, on en voit énormément qui ne sont pas formés, qui ne comprennent pas. Et on en a fait encore, nous deux, l'autre jour, l'expérience Ça sur... crache, je te laisse cracher. On en a fait l'autre jour une expérience lors d'assises. Hein. On est tombé face à une psy de la PMI qui ne connaissait pas l'emprise, qui connaissait la sidération et tout ça, elle ne connaissait pas. Hein. Mais- Et on m'a coupé le micro, j'ai Oui. dérangé, Ah oui, on a coupé le micro à Lydie. Donc voilà, ça je crache. a été quelque chose, ces assises-là. D'ailleurs, mais c'est vrai que tout ce qui est la mémoire traumatique On aujourd'hui... m'a réinvité. Hein. Donc, comme quoi. on a trop craché alors. Mais c'est vrai que on le voit aujourd'hui, il y a plein de... Mais même dans les enfants aujourd'hui qui révèlent, c'est vrai que la mémoire traumatique, c'est complexe quand on en sort. Après, sur le moment, ça peut être violent. Il y en a qui le vivent mal. Hein. Et puis, il faut en parler de la mémoire traumatique. Mais il y a un sujet, je reviens dessus, hein, les enfants. Ce qui se passe au niveau des réseaux. On voit que tous les jours, c'est un combat pour les parents de faire face. On a vu d'ailleurs dernièrement le film Nude, qui en parle très bien, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a ce que tu as vécu, il y a plein d'enfants qui le vivent en cybercriminalité. Alors, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ah oui, carrément. Alors, je te laisse en parler un peu, parce que en fait, c'est tout ce côté, tout ce que tu as vécu, finalement, qui ont amené quelque part on va dire ton activisme ou ton engagement. Tu préfères quoi? Les deux. Les deux, Moi, ça te dérange pour moi, pas? activisme, c'est pas un gros mot. Hein. D'accord, non, Voilà. je C'est- laisse libre choix. Je moi. sais que de temps en temps, on dit c'est un point de vue d'activiste, mais non. Enfin, oui, C'est oui, tout pour ça faire changer les C'est choses. tout ça qui a amené à ça. Oui, tout à fait. Donc, je voulais te laisser en parler un petit peu. C'est parce que sympa. les parents n'en peuvent plus, de toi à moi. Hein, dans beaucoup d'établissements, il y a des réunions. J'en parlais la semaine dernière encore.
Il y a beaucoup de parents qui font appel au directeur, qui n'arrivent plus à faire face à ce genre de choses. Ils n'arrivent pas à contrôler les téléphones de leurs enfants. Et ça commence très tôt. On parle de préadolescence, de 11 ans. Ça part de 11 ans. Il y a de la pornographie partout. Du coup, quelque part, des fois, ils agressent certaines de leurs camarades parce qu'ils cherchent à comprendre. Et comme ils sont basés sur la pornographie, ils essayent des méthodes qui ne sont pas vraiment très catholiques. Donc, les jeunes filles s'en plaignent. Alors, je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Oui, il y a beaucoup d'aspects dans ces affaires. Mais ce qui est très important à dire, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents qui se font agresser sexuellement, quasiment systématiquement, les travaux de la Civis l'ont montré, ça s'accompagne d'images et de vidéos en ligne. Donc, les enfants et les adolescents qui vont subir ça, ils ont un double crime en fait, ils subissent un double traumatisme. Tout à fait. Le crime en lui-même et le partage de ce crime. Donc, on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est important de dire que j'ai quand même rejoint le Brave Movement, qui est donc une organisation internationale de survivantes et de survivants de violences sexuelles dans l'enfance. Et justement, pourquoi tu l'as rejoint ? Parce que je crache parce que j'ai eu un long parcours associatif français, très intéressant, mais je pense que pour faire avancer les choses, c'est très important de s'unir sur le plan international, d'agir au niveau européen, parce que ce sont des crimes sans frontières. De faire une loi qui affile le tout, en fait. Voilà, un règlement qui s'impose aux États membres, ça c'est très important. Et donc pour moi, le combat international, il est très important, ne serait-ce que pour la France, pour aussi pouvoir mettre une certaine pression de l'extérieur à la France, pour que la France puisse agir encore plus. Voilà. Donc pour revenir au sujet, c'est un sujet majeur. On va pas citer la litanie de chiffres, mais en tout cas, ne serait-ce que le sommet immergé de l'iceberg, c'est 88 millions d'images et vidéos pédocriminelles qui ont été signalées en 2022. Donc, alors moi, je vais poser une question qui va peut-être fâcher. Ouais. Est-ce qu'on sait qui consomme ce genre de choses ? Est-ce qu'au niveau européen, on a repéré un filon, par exemple ? Oui, mais on sait très bien que les violences sexuelles en ligne, c'est la même configuration que les violences sexuelles dans la vraie vie, c'est-à-dire que les producteurs, c'est aussi les auteurs, et que les producteurs sont majoritairement dans le cercle proche de l'enfant. Donc c'est le père, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est... Alors c'est pas seulement de l'esclavage sexuel, en fait. C'est aussi un incestueux... Enfin, tu veux dire que ça relie à tout type de prédateurs ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que les images et vidéos pédocriminelles et incestueuses qui sont partagées dans le monde proviennent principalement des auteurs qui sont souvent des incesteurs, en fait. Voilà. Donc souvent des proches. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est bien ce que je dis, c'est pas qu'un réseau en fait. Parce oui. que bien souvent c'est affilié à des réseaux. Mais là tu nous apprends que finalement ça va aussi dans la sphère proche. En fait c'est le tout regroupé, c'est ce que je disais au départ. Il n'y a pas qu'un réseau, parce que bien souvent les gens me disent oui mais ça c'est qu'une certaine catégorie de population ou de personnes. C'est important ce que je dis. Ils se basent que sur les réseaux. C'est facile l'idée du réseau. Voilà, c'est facile parce que si tu veux ça permet d'occulter la vraie réalité des violences sexuelles commises sur les enfants qui sont majoritairement dans le cercle proche de l'enfant. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que des pères ou des criminels ou des oncles ne vont pas faire participer l'enfant à des réseaux. Ça existe aussi, on le sait. Hein, je veux dire, il y a eu des témoignages. Voilà, mais en revanche, on sait que les enfants sont agressés sexuellement dans leur cercle proche. Donc, il faut ouvrir les yeux là-dessus aussi. Alors, justement, vous étiez à Bruxelles. Donc, est-ce que tu veux Oui, en fait, on travaille sur la réglementation européenne, justement, pour mettre déjà un cadre juridique. Et également, alors là, on est sur la détection volontaire. Moi, je dirais qu'il faudrait la détection systématique, l'obligation. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, la détection volontaire ? Ça veut dire que si les personnes veulent, en fait ? Je parle pour les plateformes. D'accord. Aujourd'hui, on sait que
les plateformes, que ce soit toutes les plateformes, le dark web, ça pullule de ces images. On le sait, il y a Pharos aujourd'hui en France qui œuvre là-dessus, mais en fait c'est un véritable fléau. Et quand on regarde, ça touche des enfants, y compris des bébés. Les bébés, il y a 80% des URL sur dans la litanie des chiffres qui touchent des enfants, des nourrissons de 0 à 2 ans. C'est des enfants qui ne peuvent pas parler, qui ne sont pas en âge de se défendre, c'est juste inacceptable. Donc aujourd'hui, ça serait, moi, à mon sens, ça serait d'imposer à toutes ces plateformes la détection systématique, de signaler, détecter et supprimer ces contenus. Aujourd'hui, on parle quand même de la vie privée, mais moi j'ai tendance à dire, on en fait quoi de la vie privée de ces victimes dont les images... Donc, actuellement, ce qui dérange, c'est le fait de respecter la vie privée de tout un chacun, si j'ai bien compris. J'essaie d'éclaircir pour ceux qui nous écoutent. Hein. Oui, alors juste, non, mais Florence le résume très bien avec des mots vrais. C'est-à-dire qu'on se bat depuis plusieurs mois pour que l'Europe légifère et impose une contrainte aux plateformes pour, comme l'a dit Florence, détecter, retirer et signaler les contenus pédocriminels. Et ça, c'est un combat politique qui est très compliqué parce qu'on se heurte à ce qu'on appelle des lobbies vie privée. Donc des personnes qui ont fait de la question de la vie privée un centre fondamental. C'est-à-dire qu'on c'est tout juste si on ne peut plus parler des agressions sexuelles sur les enfants parce que demandent une certaine liberté à leur niveau. Une liberté absolue. Alors nous, on n'est pas dans un combat jusque-boutiste. On dit que les droits fondamentaux à la vie privée et les droits fondamentaux de l'enfant doivent pouvoir cohabiter. Et d'ailleurs, il y a eu des arrêts aussi de la Cour européenne des droits de l'homme qui montrent que quand il y a un conflit entre notion de vie privée, confidentialité sur Internet et risque grave et majeur pour un enfant, c'est le risque grave et majeur de l'enfant qui doit primer. Donc la détection, elle est tout à fait faisable, elle est faite depuis, sur la base du volontariat depuis des années. Et comme pour ce règlement, on veut imposer aux plateformes, y compris sur dans les zones de chiffrement de bout en bout, donc WhatsApp, Signal, etc., parce que la majorité des vidéos et des images pédocriminelles, elle est partagée sur ces messageries privées. Donc on est obligé. Quand on s'en rend compte, on ne peut pas les retirer. Oui. C'est compliqué, d'après certains témoins, c'est vraiment compliqué. Donc ça continue, et ça aussi c'est très destructeur pour les victimes. Oui, alors ça, effectivement, le partage et le repartage des images, c'est un traumatisme constant. Nous, au Brave Movement, on a des victimes qui nous décrivent qu'elles ne peuvent pas marcher dans la rue sans avoir peur d'être connues. Enfin voilà, donc on est sur ce règlement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme on n'arrive pas à imposer ce règlement pour que les plateformes aient ces obligations, là, le Parlement européen vient de prolonger les mesures volontaires. Mais donc on dit aux plateformes, donc Meta, etc., on leur dit sur la base du volontariat, vous pouvez vous occuper de ce problème. Mais on sait que le volontariat, ça a montré ses limites. On leur propose. Donc on veut aller plus loin. On leur propose et en plus, on est toujours sur une dérogation temporaire. C'est-à-dire que ces mesures volontaires, elles vont expirer en avril 2026. Alors, j'ai une question. Donc il faut trouver un cadre pérenne. Est-ce que certaines plateformes ont accepté quand vous leur avez proposé de manière volontaire? Alors Meta est la plateforme c'est même la plateforme qui détecte le plus de contenu pédocriminel et je crois qu'il y a eu un arrêt en 2020 ou 2021 où Meta, pour des raisons X ou Y, avait cessé de le faire et les signalements ont chuté de 58%. Donc voilà, donc il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des plateformes, pas uniquement Meta, mais pour qu'elles le fassent et qu'elles soient obligées de le faire. Au niveau européen, parce que plus de 60% des contenus pédocriminels et je dois aussi le grooming, c'est très très important. Le grooming, donc le grooming, c'est la sollicitation d'enfants. C'est l'adulte qui se fait passer pour un enfant pour solliciter des images. Tout le temps, sur même les jeux en ligne. Exactement. Tout le temps, ça apparaît tout le temps. Tout à fait. Donc même moi, arriver à te faire des signalements, mais tout le temps. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Tous les moyens sont bons. Alors ça passe par les jeux en ligne, ça passe par les messageries privées et le grooming, c'est très important. Ça augmente de manière exponentielle et on veut aussi que ça soit inclus dans ce règlement-là. Ça, c'est très très important. Donc voilà. Vous avez l'espoir ou est-ce que vous pensez que ça va être un peu compliqué ou est-ce que vous vous accrochez comme à chaque fois on s'accroche. Alors je pense
je vois que Florence a quelque chose à dire. Non, on s'accroche, on ne va pas lâcher. Il faut qu'on arrive à la faire appliquer, cette législation. Mais le message principal, en tout cas au niveau européen, qu'on voudrait faire passer, c'est qu'on a besoin du soutien de la France pour que le règlement soit fort, efficace et inclut toutes les plateformes, donc la détection sur toutes les plateformes. Si on ne détecte pas les images, les vidéos, on ne peut pas sauver d'enfants, on ne peut pas arrêter les prédateurs. Donc il faut faire de la détection. Et à l'étranger, ils ont l'air plutôt d'accepter, d'être en accord avec cette loi. Il y a certains pays qui sont favorables. Il y en a encore d'autres qui refusent un petit peu. Et il y a des pays où c'est plus compliqué, comme par exemple l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Voilà, ils ont une culture différente, on va dire, plus liée à ce dont on parlait, la liberté, la liberté, etc. Mais il y a quand même espoir. Vous avez une date précise? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est sur la durée? Là, en fait, on a, comme les négociations se bloquaient sur le cadre pérenne qu'on essaie d'obtenir avec ce règlement, on a fait voter, le Parlement a voté une prolongation des mesures volontaires, mais encore une fois, ça s'arrête en avril 2026. Donc, il faut qu'on continue à se battre. Là, les élections européennes arrivent. On est, je pense, sur un combat qui va durer encore plusieurs mois et pour lequel il faut vraiment s'accrocher parce que je pense qu'on ira au-delà des élections européennes. Donc, on va continuer à faire démarcher les candidats aux élections européennes. Mais après les élections européennes, il faudra recontinuer à défendre. Et là, on est sur un enjeu mondial, puisque plus de 60% des contenus pédocriminels sont hébergés en Europe. Si l'Europe légifère, on peut protéger les enfants dans le monde. Donc c'est important, c'est un enjeu historique. C'est pour ça qu'on essaie de se battre et le soutien de la France en Europe, ça serait énorme et très important. Tu étais avec nous là, le jour justement. Quand tu étais avec nous là, en décembre dernier, début décembre, quand on était ensemble au Parlement. On l'a vu, mais on a aussi vu le 25 janvier, c'était la journée... la journée mondiale contre le sexisme, oui. On a vu Aurore Berger, d'ailleurs. La ministre de l'égalité homme-femme, qui a dit que la France, d'après ses dires, j'ai passé la vidéo la semaine dernière. Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours, pardon. Où elle affirmait que de toute façon la France voulait protéger les enfants. Oui. Notre président a été interpellé dernièrement, c'était au mois de décembre, lors du 75e anniversaire des droits de l'homme, et il a dit « Je suis pour, la France est pour ». Donc, monsieur le président, maintenant, il faut vraiment se positionner maintenant. On en a besoin maintenant de le faire pour faire avancer, parce que là c'est vrai qu'il y a des élections qui arrivent à l'Europe, mais vraiment il faut avancer sur cette thématique. Moi je tiens à rendre hommage aussi à Ylva Johansson, Madame la commissaire, qui est très impliquée à nos côtés sur cette thématique, qui elle-même depuis qu'elle est là-dessus est cyberharcelée. Et c'est vrai qu'elle se bat comme une lionne et il faut vraiment qu'on soit tous à ses côtés unis là-dessus. Oui, c'est très rare d'avoir un soutien politique aussi fort sur ces questions-là, et Ylva Johansson, elle a payé de sa personne pour défendre ce règlement. Effectivement, Florence l'a bien dit, le président de la République s'est publiquement prononcé en faveur de ce règlement. Maintenant, la question est de savoir comment la France va se positionner pour avoir un texte qui soit un texte fort et efficace. C'est ça le problème, parce qu'on sait que la France, effectivement, est favorable à ce projet de règlement, mais... Voilà, sous quelle forme? Est-ce que les chiffrements de bout en bout vont être inclus? Alors, on sait très bien qu'il existe des techniques aussi qui ne cassent pas le chiffrement de bout en bout et qui permettent aussi de détecter quand même les contenus pédocriminels. Voilà, donc on espère que la France prendra une position courageuse. Et puis, il faut mettre un cadre juridique, parce que sinon, ça va aboutir à l'impunité totale des agresseurs. Et puis on a vu l'importance, d'ailleurs à l'Europe, il y a eu ton témoignage qui était puissant. Quand on a entendu le début de l'émission, quand tu faisais, tu as fait un long travail sur toi et on l'a ressenti même au niveau européen. Qu'est-ce que ça te fait de voir que maintenant tu as cette capacité-là? Est-ce que tu penses aux autres ou est-ce que tu penses à toi? Non, en fait, je pense que... il y a quelque chose qui continue par rapport à tous les débuts que je t'ai racontés. C'est que quand je pense que je peux être utile
pour le combat à un endroit, j'y vais. Donc voilà, donc j'ai cette notion de combat collectif en tête. Et là, en l'occurrence, c'était important de faire cette prise de parole au Parlement européen parce qu'on n'a pas été du tout satisfait du compromis sur le règlement qui a été voté au Parlement européen, très fragile, très faible. Et il fallait que quelqu'un puisse le dire. Parce que ta prise de parole, elle a été puissante. Et voilà. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était lié à toi ou si tu pensais à ce moment-là aux autres. Non, j'y vais vraiment. Pour être sincère, je pense d'abord aux autres parce que c'est une coalition. On est 80 organisations et on m'avait chargé, moi, d'aller délivrer cette parole-là. Donc quand je délivre cette parole, bien sûr, je pense à moi parce que je suis moi, mais je pense que le message doit être délivré de façon ferme et forte parce qu'on est 80 organisations derrière. Il y a des survivantes derrière, il y a des enfants derrière. Donc voilà, la parole, elle doit être claire, juste, nette, précise. Et moi, personnellement, tu m'as fait vibrer, j'étais présente et c'est pour ça que je te dis, waouh, c'était puissant, et c'est pour ça que je voulais savoir si à ce moment-là, c'était les autres que tu voyais ou toi, et tu as très bien répondu. Maintenant, le temps file, hein, on va passer bientôt à la partie information, mais avant, je voudrais qu'on regarde une vidéo justement de la journée de la première de lutte contre le sexisme. Ouais. Et le viol, voire le viol systématique comme arme de guerre, voire des mutilations sexuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien simple, le corps des femmes est devenu un champ de bataille pour les guerriers qui font des hommes. Et c'est pourquoi je voudrais dire une chose, c'est que nous défendons avec la même force et avec la même conviction toutes les femmes victimes de violences dans les conflits. Car elles sont nos sœurs, et entre elles, elles vivent la même situation. Elles sont sœurs. Les Israéliennes, les Palestiniennes, les Ukrainiennes, les Congolaises qui, depuis près de 30 ans, près de 3 décennies, subissent une barbarie absolument inouïe dans l'indifférence quasi générale. Je vais partager ce morceau parce que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'ai reçu Emmanuel Alloua et on a parlé ici du viol des femmes israéliennes. Elle nous a raconté ce qui s'était passé, le massacre, et je la recevais justement pour qu'elle en parle parce que je trouvais que dans l'information, on n'en avait pas assez parlé. Suite à cela, j'ai eu beaucoup de... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en MP, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont un peu fatiguée, on va dire ça comme ça, psychologiquement. Et c'est pour ça que j'ai passé cet extrait, parce que c'est important. Que ça soit n'importe quelle femme, que ça soit, comme elle le dit, une Congolaise, que ça soit une Irakienne, que ça soit une Israélienne, une Palestinienne, pardon. Un viol reste un viol. Et le viol est un crime de guerre. Un point, un trait. Et ici, moi, je suis dans le domaine journalistique, je reste neutre. Si un jour quelqu'un me demande à venir parler de la Palestine, il pourra venir le faire. Je dis non à personne. Je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça depuis 4 ans et demi. Et je voulais le préciser parce que c'est important. C'est important de dire que la souffrance est la même. Une femme violée est une femme violée. Un enfant abusé est un enfant abusé. Peu importe sa nationalité, peu importe son ethnie, c'est la même douleur. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que c'est très important de dire que ça fait des décennies, des siècles que le viol est utilisé comme une arme de guerre et que les enfants et les femmes sont les premières victimes dans n'importe quel pays que ce soit. Donc c'est un acte de domination, de destruction et ça existe partout. Ça existe au Congo, ça existe dans d'autres pays. Voilà, ça existe partout, malheureusement. Voilà. De même comme tous les enfants qui sont violés en direct, qu'on voit sur Internet régulièrement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important qu'on se mobilise parce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire cesser tout ça. Il faut juste maintenant que nos dirigeants le mettent en application. Alors justement, on parle d'avoir les moyens. Alors là, moi, je vais revenir à la France, je vais revenir aux victimes de trauma, je vais revenir au niveau des associations. Il y a beaucoup de petites associations qui n'arrivent pas financièrement à se financer. Le problème du financement des ressources pour agir justement sur ces sujets, droits des femmes, droits des enfants. Les traumas. Voilà. On fait avec des bouts de ficelle en France. Avec des subventions qui ne sont pas attribuées à tout le monde, je crois. Voilà, et la question des subventions pose aussi la question de l'indépendance politique. Tout à fait.
Et là, on est sur un sujet transpartisan, on est sur un sujet sociétal, donc il ne faut pas que ça soit... C'est un sujet politique, mais il faut que ça soit un sujet transpartisan, encore une fois. Et effectivement, sans moyens, on ne peut pas aller très loin. Donc, On peut pas agir. On ne peut pas agir, donc effectivement, il faut que les fondations, il faut que le secteur public se mobilise, mais j'ai envie de dire que c'est très très important, et ça, pour le coup, Muriel Salmona a beaucoup contribué à m'expliquer l'importance, je veux dire, c'est grâce à elle que j'ai compris intérieurement l'importance de la cohérence. On ne peut pas faire tout avec n'importe qui, n'importe comment. On est obligé d'avoir une cohérence de valeurs, une cohérence de lignes. Je veux dire, on peut pas Aller de gauche à droite. Aller de gauche à droite, ou alors s'associer à, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une fondation qui a une structure de domination à l'intérieur. Enfin, je veux dire, on est obligé de rester très cohérent sur tous ces sujets-là, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on répare quelque chose dans la société, qu'on fait avancer les choses, mais dans la cohérence. Donc ça, c'est très important. Et toi, Florence ? Après, on le voit, il y a beaucoup de petites associations qui font du super boulot, qui n'arrivent pas à avoir les subventions, qui sont écrasées par les plus grosses, c'est souvent le cas. Après, il y a beaucoup de victimes qui... Et comment tu l'expliques qu'elles sont écrasées par les plus grosses ? Justement, tu dis c'est les plus grosses. Donc en fait, pourquoi les petites associations sont écrasées par les plus grosses ? Parce que souvent, je pense que quand on est habitué à donner des subventions à quelqu'un, il continue à donner à ces mêmes personnes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment des petites assos sur le terrain qui font un travail titanesque, qui sont tout le temps, qui ont vraiment la réalité du terrain. Et je pense que vraiment, pour aider les gens, il faut avoir la réalité du terrain. Et quand on y est tous les jours, on voit plein de victimes, comme le dit Muriel Salmona, qui ne sont pas prises en charge. On voit le manque de formation chez les professionnels. Si on n'est pas formé au psychotrauma, je suis désolée, mais on ne peut pas sortir les gens du psychotrauma. On voit des victimes aussi qui ne trouvent pas d'avocat. Qui ne trouvent pas d'avocat, c'est très compliqué aujourd'hui pour certaines victimes. Nous, on voit passer les dossiers de trouver un avocat. Il y en a 9 sur 10 qui ne prennent pas l'aide juridictionnelle. Ah, c'est pour ça que j'en parle. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et quand elles n'ont pas les moyens, je suis désolée, elles ne sont pas défendues. Comme il y en a qui se retrouvent, des mamans qui ont subi l'inceste, des agressions sexuelles, qui ne sont pas prises en charge parce que même pour se soigner, elles n'ont pas les moyens. Alors aujourd'hui, on parle des PMI et tout ça. Le délai d'attente, il est hyper long. Il y a certains endroits, c'est 18 mois. Il y a des mamans qui me mettent de côté. Je t'arrête, quand je vais cracher. Ah, quand j'entends que dans certains pays, on dit qu'un homme violent peut être un bon père, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Ça nous a marqué. Et quand on rend les mamans responsables des violences, c'est quelque chose aussi. Je pense que ça là nous a vraiment marqué. Mais aujourd'hui, oui, il y a plein d'enfants qui ne sont pas pris en charge. Et c'est dommage parce que, comme le dit Muriel, si on prend réellement les gens en charge, qu'on les sort des traumas, en fait, on fera avancer la société, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un sujet vendeur, les violences, c'est un sujet qui dérange encore. Et moi, on en voit plein de on le voit, l'extrait que j'ai passé avant, c'est pour ça, c'est pour faire comprendre que c'est les mécènes, certains mécènes qui sponsorisent certaines choses, finalement, et que le public est perdu et noyé dedans, en fait. Donc les petites structures, elles s'éteignent. Et c'est souvent justement des structures qui amènent à une certaine politique, comme tu disais tout à l'heure. Par exemple, contre l'IVG, donc ça chamboule toute la société, en quelque sorte. C'est une réelle remise en question. Il y a plein de gens, et il y a plein de petites assos qui ont arrêté de faire des demandes de subventions parce qu'elles savent que de toute façon, on les botte en touche. On leur dit désolé, on est trop sollicité, on a déjà donné. Puis en fait, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui font vraiment du boulot qui est extraordinaire et on en a besoin de ces gens-là. De même qu'il faut former, moi je pense tout ce qui est, on en parlait il y a 15 jours avec Emmanuel, avec le protocole ECC qui sont les premiers secours psychologiques, bien sûr derrière il faut une prise en charge, mais déjà ne serait-ce que quand on va déposer plainte, il faut former aussi tout ce qui est les forces de l'ordre au psychotrauma. C'est vraiment important parce qu'une personne, quand elle révèle la parole, après elle est broyée par le système judiciaire et on la remet tout le temps dans son trauma, c'est-à-dire qu'elle va devoir justifier, le répéter encore et encore, et on la réactive souvent. Et aujourd'hui, il y en a plein qui renoncent parce qu'elles sont broyées et on n'en peut plus.
les mères protectrices. Moi, je tiens à leur rendre hommage parce qu'elles se battent comme des lionnes et elles se heurtent aujourd'hui à un Avec parcours. un budget, le parcours du combattant. Le parcours, puis alors l'aliénation parentale, mais on y est encore en plein dedans en France. Et quand je vois toutes ces mamans qui se battent pour des lionnes parce que les enfants ont révélé la parole, qu'on les entend pas, je trouve ça bien dommage. Et je pense comme Muriel Salmona, aujourd'hui il faut sortir les gens du trauma, mais il faut sortir les enfants d'aujourd'hui et il ne faut pas oublier les enfants d'hier qui sont encore enfermés, qui ont 40, 35... Les prises en charge. Les prises en charge, parce que c'est aujourd'hui, il faut faire, il y a une ALD pour l'inceste. Les gens ne le savent pas, on n'en parle pas assez aussi. Il faut vraiment leur donner les moyens de se sortir, de se prendre en charge. Ça coûte cher de se prendre en charge aujourd'hui pour se sortir du psychotrauma. Et si tu n'as pas les moyens, il y en a plein qui ne le font pas. De même que les personnes, aujourd'hui, il y en a plein qui se retrouvent à la rue quand elles partent dans le cadre des violences, de choses comme ça. Aujourd'hui, il faut les aider. Et il y a le handicap aussi, on n'en parle pas assez. Si on en a parlé ici avec Stéphanie Gâteau, qui nous a dit aussi pas mal de choses. 5 à 6 fois, ouais, les enfants victimes de handicap subissent des violences sexuelles 5 à 6 fois, en proportion 5 à 6 fois importante que la population autre. Et ce que dit Florence est hyper important pour ne pas paraphraser Muriel, mais en tout cas l'importance des soins pour les victimes, parce que c'est une perte de chance considérable, c'est une cause de mort précoce, c'est une cause d'addiction. Donc, on l'a vu rien qu'à travers tout ce que tu nous as dit, ton chemin. Voilà, et tout à fait. Et aussi, je pense qu'il y a une méconception de la question des fonds. Parce que les violences sexuelles, il y a des études qui le montrent, ça coûte des sommes considérables à la société. C'est chiffré en milliards. Oui, effectivement, il y a une étude. C'est chiffré en milliards. Donc, finalement... ça reviendrait moins cher de les prendre en charge. Exactement. Si on dépensait une toute petite partie de ces milliards, peut-être que pour créer notamment les centres de psychotrauma qui sont réclamés, parce que c'est vrai que en moyenne, on sait, ça Muriel le cite souvent, mais une victime de violence sexuelle dans l'enfance, elle met 13 ans à trouver une prise en charge. Et encore, c'est sympa, parce que une prise en charge valable, c'est-à-dire d'un professionnel formé au psychotrauma, etc. Qualifié. Voilà. Et quand on tombe sur une personne qualifiée, il faut pouvoir changer quand ça ne nous convient pas et c'est compliqué. Il y a ça, et puis est-ce qu'on va avoir les moyens de payer? Est-ce que c'est un psychiatre qui travaille dans le public? Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il a de la place? Alors, enfin, il y a des situations en France, je veux dire, quand on tombe sur le délai d'attente, mais je veux dire, quand on a une urgence, on parle d'un an, on parle de... Enfin, c'est complètement incroyable. Il n'y a pas de prise en charge de suite. D'ailleurs, c'est ce que elle disait, Emmanuel. En France, il n'y a pas de prise en charge de suite. Non. En fait, il faut toujours un espèce de temps, un délai. Et bien souvent, les victimes, des fois, ça les pousse au suicide aussi, parce qu'elles ne supportent plus. Oui, mais même les victimes qui ont l'espace, parce qu'il faut avoir l'espace, le temps, un petit peu de moyens pour décider que, voilà, quand on est victime... des victimes n'en ont pas des moyens. Exactement, mais quand on est victime de violences sexuelles, on se dit, bon, bah, peut-être qu'une prise en charge est nécessaire, et quand on a cette démarche-là, et pas... si on n'a pas forcément les moyens, qu'on s'adresse par exemple à des structures publiques, voilà, mais si on s'adresse à des structures publiques, ça peut être une prise en charge gratuite, mais encore faut-il tomber sur le bon psychiatre. Voilà, encore une fois, il y en a peu. Il y en a peu. Qu'il ait de la place. Et en plus, c'est ça. Souvent le problème. Voilà, et qu'il soit formé au psychotrauma. Même concernant le suivi des enfants, il faut toujours qu'il ait de la place. Et de la place, tout à fait, et aussi, enfin, c'est une question d'être formé aussi au psychotrauma, ça c'est très important, mais j'ai envie de dire que c'est très important aussi que ce soit une psychiatre ou un psychiatre qui ait une cohérence de valeurs, une empathie. C'est très important dans le chemin de réparation du trauma complexe. C'est très très important. Il ne suffit pas d'être que formé de façon universitaire ou médicale. Il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se crée et qui soit un lien très proche, de confiance très important. C'est important ce que tu viens de dire parce que je vais revenir à ce que tu disais par rapport à certaines associations. Je ne vais pas nommer d'association parce que je ne suis pas là pour débiter tout le monde. Mais c'est vrai que l'empathie est très importante. Et dans des grosses structures, dans des grosses associations, dans celles qui sont reconnues pour certaines, en fait, l'empathie s'est perdue en cours de route. Et ça, c'est important et je le crache. Je le crache ouvertement aujourd'hui parce que peut-être que ça peut revenir. Peut-être que certaines personnes se sont laissées emballer par tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de congrégations, et peut-être que certaines personnes se sont oubliées. Et moi, je voudrais insister là-dessus. L'empathie, c'est très important. Les victimes, elles ont besoin de sentir qu'elles comptent et qu'on n'est pas là que pour les utiliser. Voilà, c'était mon petit je crache.
Et Ça après, n'engage que moi, encore une fois. comme le dit Muriel, quelqu'un qui n'a pas été réparé a 16 fois plus de chances de resubir des violences, type violence conjugale, au cours de sa vie. Donc à un moment donné, il faut bien les sortir du trauma. Et puis ça coûterait moins cher si on sortait les gens vraiment du trauma. Et on le voit aujourd'hui, le manque de formation, il est terrible. On voit aujourd'hui fleurir des gens sur les réseaux pour des thérapies. Alors, Le coaching. des coachings, des choses comme ça. Si on n'est pas formé, mais ils font des ravages. Enfin, je veux dire, on enfonce les personnes dedans. De même, surtout le parcours, quand il y a le parcours de la justice, c'est important d'avoir une bonne prise en charge. Et Muriel, elle a raison à 3000%. Hein. Tout à fait. Bah, alors, le temps défile. Hein. Je vais quand même. Alors, ici, on arrive presque vers la fin. Il y a une thématique. C'est la thématique des baies. Alors, je vais te dire, et je voudrais que dans ton âme, tu me dises comment tu te sens. Alors, c'est soit tu es bobo, bourgeoise, banlieusarde, ou bof, tu sais, la terre, plus paysanne, quoi. La thématique des baies. Dans ton âme, comment tu te perçois Mon âme. à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te sens plus bourgeoise? Est-ce que, par exemple, t'aimes les bonnes choses? Est-ce que tu te sens plus banlieusarde, je sais pas, à travers tes musiques? Est-ce que tu te sens plus, t'as besoin de la terre bof, ou bobo bohème? Oh, je crois que j'ai un petit côté bobo bohème. Voilà, t'as choisi. Donc bobo, ce sera bobo. Bah, je vais faire ta dédicace, hein, parce que t'as vu, hein, ça passe vite, hein. On C'est croirait pas, hein. Ouais, incroyable. Alors, C'est génial d'ailleurs. Ah, de merci. préciser. Ouais, vraiment super. Alors Millet, de tes misères, tu as généré la capacité à te relever. Tu vas de l'avant, touchant du doigt ton ambition, celle de métamorphoser tes douleurs en force pour aider notre société à se rendre compte de certaines réalités. Tes actions ont toutes la même volonté, celle de sauver les petites personnes, les personnes vulnérables, pour une vie plus épanouie, afin que la jeunesse se redresse et que nos sœurs n'aient plus peur. Pour tout cela, merci à toi. Merci à toi. Je peux? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est véridique parce que c'était puissant, j'étais là. Et je voulais te rendre cet hommage. Merci infiniment. Et donc, alors, on va parler aussi, parce que l'émission arrive presque à la fin, mais j'avais besoin de dire qu'il y a certaines personnes politiques qui s'investissent pour la cause. Je voulais rendre hommage à Madame Santiago, qui est quand même venue dans Crache ton venin, qui se bat pour les violences intrafamiliales. Les enfants sont vraiment des victimes à part entière. Elle insiste, elle persiste. Je voudrais aussi parler de Laurence Rossignol, qui fait un travail de fou concernant la pédopornographie et la pornographie, qui lutte pour se faire entendre. C'est important. C'est important parce que ça bouffe notre jeunesse et ça mène bien souvent à la prostitution, qui est aussi le cheval de bataille de Laurence Rossignol. Alors, j'en parle parce que c'est presque la fin. J'en parle parce que beaucoup de jeunes filles sont dans la prostitution. C'est un fait. C'est un fait. Et qu'il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Car notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. C'est notre société. La pornographie aussi, parce qu'il y a de plus en plus de viols, on le sait. Et quand on sait le nombre d'affaires classées, on sait, hein, quand une fille est violée... alors moi, j'aime pas les chiffres. Je suis quelqu'un, j'aime pas ça. Je me base sur les faits récurrents, sur ce que j'entends, sur ce que je vois sur le terrain. Et il faut que ça change. C'est vraiment le message que moi, j'avais envie de faire passer. Alors, je sais pas pour vous. Je sais pas, vous avez encore... On l'a vu puisqu'on était l'autre jour à la présentation du dernier rapport du HSE. Les chiffres, voilà. Ils sont Pour glaçants. ça, moi, j'aime pas les chiffres. Mais... Sur la pédocriminalité, enfin sur la prostitution, tout ça, c'est glaçant. Moi, j'aimerais dire aux parents aujourd'hui, faites attention quand vous mettez des photos de vos enfants sur les plateformes, sur Meta, sur les réseaux, parce que c'est comme ça que les pédocriminels repèrent les victimes, font du pédopiégeage après. On parlait du grooming tout à l'heure. Faites vraiment attention. C'est pour ça qu'on n'insistera jamais assez sur cette législation européenne et qu'avec Be Brave et les 80 organisations, on va rien lâcher tant qu'on ne l'aura pas. Tout à fait. Et voilà, c'est le message, protégez-vous. Moi, j'ai quelque chose à dire parce que c'est très important ce que tu viens de dire, Lydie.
Deux choses. Déjà, on sait que les personnes qui se livrent à la prostitution, dans la majorité des cas, elles ont été aussi victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Tu rendais hommage à Laurence Rossignol. Ça me permet de rendre hommage aussi, et c'est très important, au mouvement féministe. Oui. Parce que le mouvement féministe nous accompagne dans ce combat, et c'est très important. Je rends hommage particulièrement aux Oser le féminisme, qui était très présent sur le combat du règlement européen, et parce que aussi les violences sexuelles sur les enfants, ça s'inscrit dans un système de domination. Donc les violences faites aux enfants, commises sur les enfants, se poursuivent avec les violences commises sur les femmes. Et la majorité, malheureusement, des agresseurs, l'extrême majorité, sont des hommes. Et l'extrême majorité des victimes, ce sont des petites filles et des femmes. Donc c'est un combat féministe, et le Brave Movement s'inscrit vraiment dans un combat féministe.